Oui, vous levez. Ça veut dire bon, parfait. Bon. On va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents en grand nombre pour cette présentation assez exceptionnelle parce que là, pour 2 semaines et demie, on aura la chance d'avoir deux invités au Québec. Donc, Laurent Larieux de l'INRAE, donc Institut national de la recherche agronomique et de l'environnement de France, et Rita Butler, WSL, qui veut dire autre chose que WSL, mais je... C'est quoi le WSL? Fédération de recherche sur la forêt et la mer des pays d'Arabie. Comme le disent pas les lettres. Donc, ce sont tous les deux des deux experts du sujet des dangereux micro-habitats, c'est-à-dire que les habitats à l'échelle de l'arbre, Laurent donnera une meilleure définition que moi. Donc, il y a un sujet de recherche que je commence à traiter au Canada, mais encore très peu exploré, très peu connu, si on accepte les qualités, notamment les qualités techniques. Donc, je trouve ça intéressant de profiter de leur présence avec nous ici pour venir, qu'ils viennent un peu nous partager leur expertise sur le sujet, leurs connaissances, et permettre d'initier un dialogue avec vous, puis avec les gens en ligne. Là, on a des gens un peu partout au Québec. Là. Donc, pour voir un peu, pour créer de l'intérêt, développer la recherche sur cette thématique-là. Moi, je pense que c'est tout pour mon speech d'intro. Donc, il y aura deux présentations. En fait, on va tout d'abord Laurent qui va commencer, puis Rita, puis ça va être une quarantaine de minutes chaque présentation. Là, ça va être une grosse présentation. Puis après, on aura le temps de questions, je pense, après les deux présentations, j'imagine. Donc, ça va être, voilà. En fait, c'est un cours fondamental sur les dendros microbiales. On l'a pas présenté comme ça, mais c'est ce à quoi ça va ressembler. Donc, Laurent, je te laisse le micro. Merci pour l'intro. Oui, on s'est partagé un petit peu le speech avec Rita, où moi je vais plutôt vous présenter des aspects un peu conceptuels, de définition, et puis balayer un petit peu les grands résultats qu'on a, des études qu'on mène depuis une vingtaine d'années maintenant sur les dendros microhabitats. Et puis Rita abordera les questions pratiques de mise en œuvre sur le terrain, les documents de vulgarisation qu'on produit, etc., etc. Donc ça fera la suite un petit peu à ma présentation. Alors, je vais commencer quand même par la définition, puisqu'on a essayé de fixer une définition des dendrons microhabitats en 2018. Et donc, maintenant, ce qu'on appelle dendrons microhabitats ou tree-related microhabitat en anglais, ce sont des singularités morphologiques qui sont portées par quelques arbres, un certain nombre d'arbres dans les forêts, qu'ils soient vivants ou morts. Et condition sine qua non, il faut que ces singularités morphologiques abritent une certaine biodiversité, plus ou moins nombreuse, plus ou moins spécifique, etc. Mais il faut que ça soit lié à des assemblages taxonomiques. Alors, vous allez voir qu'il y a des dendrons microhabitats qui contiennent du bois mort, hein, qu'on appelle saproxylique, et du coup qui ont un certain overlap avec le rôle écologique du bois mort sensu stricto dans les forêts. Et puis il y a des dendrons microhabitats qui sont complètement déconnectés du processus de saproxylation du bois, et donc qui sont dits épixyliques, mais qui confèrent aussi un potentiel d'accueil à ces arbres. Alors, en 2018, on s'est à peu près mis d'accord entre tous les gens qui travaillaient sur les dendrons microhabitats depuis plus ou moins longtemps. Et donc, on a mis au point une typologie hiérarchique qui décrit 7 grandes formes et qu'on va splitter après en groupes et puis en types et puis même en sous-types quand quand on a des objectifs de recherche. Et j'en profite parce que je vais employer ce terme assez régulièrement, ce qu'on appelle Habitat Tree depuis 2013, c'est un arbre qui porte au moins un dendron microhabitat. C'est la définition qu'on utilise maintenant. Donc du coup, on va avoir ces 7 grandes formes. Je vous les dresse, je vous les montre très rapidement. Le grand groupe des cavités, qui est un groupe un peu complexe. La forme des blessures avec du bois exposé. La forme qui reprend tout ce qui se passe en termes de bois mort perché, hein, qui est un compartiment de bois mort que souvent on oublie quand on travaille sur le bois mort, qui est pourtant très important pour la biodiversité, et donc qui est inclus dans les dendrons microhabitats. La forme des excroissances au sens large, avec pas mal une certaine variabilité également. La forme qui reprend tout ce qui est champignons, linivores, et puis le groupe des myxomycètes qu'on a rattaché quand même aux champignons, malgré le fait que ça n'en soit pas. Tout ce qui est épiphytique et structure épixylique. Et puis les exudats.
Alors, toutes les parties de l'arbre peuvent porter des dendromicrohabitats, que ce soit la base, le tronc et l'ensemble du houppier, avec certains dendromicrohabitats qui vont être spécifiques d'une partie simplement de l'arbre et certains dendromicrohabitats qu'on va pouvoir trouver sur l'ensemble des parties de l'arbre. Alors, ces dendromicrohabitats, en fait, c'est un concept nouveau, mais il faut quand même que je vous donne un peu les clés du côté nouveau, parce qu'il y a plein de gens qui regardent des cavités dans les arbres pour les pics ou pour les oiseaux. Il y a plein de gens qui, depuis les années 70, enfin, quelques auteurs depuis les années 70 qui travaillent sur certains dendromicrohabitats et la faune associée. Mais le concept qu'on a développé, c'est plutôt un assemblage de structures qui, à l'échelle d'un peuplement forestier ou à l'échelle d'une forêt, va jouer un rôle écologique en complément avec un tas d'autres éléments, le bois mort, les arbres qui portent rien, etc., etc., et tout un contexte. Mais je veux revenir fortement là-dessus. En tout cas, le concept tel qu'on l'utilise maintenant, ben, il a débuté dans les années 2000, où on trouve les premières publications qui abordaient un petit peu les dendromicroides, fait ces structures dans ce sens-là, et il s'est très fortement développé à partir de 2018. Alors la courbe là, elle est un peu trompeuse, parce qu'en fait, on a arrêté notre recherche biblio en 2001, en septembre 2001 ou août 2001, 2016, j'ai dit une bêtise, 2021, je vais y arriver, 2021. Et donc, tout ce qui s'est passé à l'automne 2021 n'est pas répertorié. Et puis, il y avait une publication qui était en préprint en 2020, qui a été publiée en 2022. Donc, en fait, de regarder la courbe que jusqu'ici, et la progression, elle est assez, enfin, elle continue sur cette lancée-là. Alors, je vous ai mis la carte aussi qu'on avait mise en public pour vous montrer que il y a un pôle comme ça européen de l'Ouest dans lequel s'est développé le concept et cette approche-là. Et c'est en train, et là on est très heureux de le voir, c'est en train de se diffuser comme ça à assez large échelle et assez rapidement. Alors, ces dendromicrohabitats, je vous disais, c'est pas des choses. En fait, la singularité, elle n'est pas nouvelle. Les forestiers, entre autres les forestiers gestionnaires, ça fait très longtemps qu'ils regardent les arbres et qui regardent aussi un certain nombre de ces structures, mais qui sont considérées par les forestiers encore maintenant, malheureusement, comme des défauts. Et ça s'explique, hein, il y a 60% à peu près des dendromicrohabitats qui sont saproxyliques, donc qui contiennent du bois en décomposition qui peuvent déprécier la qualité commerciale de l'arbre. Et donc, les forestiers ont tendance à considérer ces dendromicrohabitats, enfin, une partie de ces dendromicrohabitats comme des défauts, et donc à vouloir réduire la part des arbres habitats à l'hectare, alors que quand on est biologiste de la conservation, ben, on sait pertinemment qu'il faudrait en garder le plus possible en quantité, et puis on va voir, il y a des questions de distribution spatiale, etc. Et donc, il y a depuis assez longtemps un conflit autour de cette notion de dendromicrohabitat. Alors, il y a des compromis qui ont été un peu recherchés, mais qui sont mis en place dans les années 2000 pour mettre en place les grands standards de certification, PEFC surtout chez nous, et puis FFC un peu plus largement, tout le contexte de Natura 2000 en Europe. Mais les compromis ils ont été sur la base de marchands de tapis, c'est-à-dire les forestiers tiraient la couverture vers eux en disant on n'en veut pas, les conservateurs disaient nous on en veut beaucoup, et puis à un moment ils sont mis d'accord sur des chiffres, il n'y avait aucun fondement scientifique là-dedans, donc il y a un challenge quand même pour la recherche encore autour de ces seuils de dendromicrohabitat nécessaires pour avoir un potentiel d'accueil pour la biodiversité important. Alors, quelques mots sur ces dendromicrohabitats comme objet écologique. Il y a une relation fine entre les traits de vie des essences et puis les assemblages de dendromicrohabitats. Et donc, il y a un effet espèce, essence, espèce d'arbre. Il y a un effet âge, diamètre, on verra la différence. Il y a un effet de l'environnement local de cet arbre-là. Il y a un effet de la gestion assez fort. Et puis, il y a un effet des événements stochastiques, les feux, chez vous certainement, la foudre, chez nous, des choses comme ça, qui vont influer fortement sur les assemblages, sur la genèse, sur le développement, sur la dynamique, sur la durée de vie et sur les assemblages, et également sur les assemblages, sur les communautés associées à chacun des dendromicrohabitats. Donc, une espèce de nébuleuse assez complexe qu'on essaye de démêler. Et en fait, il y a aussi une relation dans l'autre sens. Certains dendromicrohabitats, les saproxyliques par exemple, les champignons linivores,
qui sont des dendromicrohabitats, vont influer sur la vitalité ou sur la durée de vie de l'arbre, etc. Donc il y a une espèce de rétroaction comme ça du dendromicrohabitat sur l'arbre. Donc des relations assez complexes. Alors là, une des grandes caractéristiques des dendromicrohabitats, c'est d'être des ressources, des patchs de ressources éphémères au sens de film de 2001. Donc d'être des ressources de grande qualité. On verra qu'il y a un gradient de dépendance entre les espèces associées et puis les dendromicrohabitats. Mais en tout cas, c'est toujours spatialement limité. C'est limité par la taille de l'arbre au maximum. Et puis, c'est toujours une ressource temporaire. Alors, il y a plusieurs façons d'être temporaire pour un dendromicrohabitat. La première façon de disparaître, c'est d'être exploité, que l'arbre habitat soit exploité. Ça, c'est la façon la plus simple. La deuxième façon, c'est d'évoluer d'un dendromicrohabitat, d'un type de dendromicrohabitat à un autre. Et là, je vous ai mis la série évolutive, une des seules séries évolutives dynamiques que l'on connaisse et que l'on maîtrise à peu près. C'est ce qui se passe quand on enlève une partie d'écorce sur un arbre par accident ou une chute de bloc, une chute d'arbre ou avec une machine qui travaille dans le peuplement. Donc on a, si la blessure, si le morceau d'écorce enlevé est suffisamment grand, enfin, dépasse une certaine taille et peut être recouvert assez rapidement par l'arbre, on a un processus de sapoxylation qui s'enclenche. Et donc nous on distingue trois stades de sapoxylation, puis une évolution à ce qu'on appelle des cavités athéro, voilà, qui va évoluer jusqu'à une phase 7, qui est la phase maximale. Et donc, chaque fois que je vais passer d'un stade de cette série dynamique à un autre stade, ben, en fait, je vais shifter une partie de ma communauté associée. Et donc, c'est une façon de faire disparaître le premier dendromicrohabitat et d'en créer un autre, même au même endroit, même porté par le même arbre habitat. Une autre façon d'être temporaire, c'est être un dendromicrohabitat porté par un arbre vivant. L'arbre meurt, il reste une structure, mais cette structure-là, elle n'a pas la même potentiel d'accueil parce que ça lui confère, le fait que l'arbre meurt, ça lui confère des conditions microclimatiques, etc., qui vont être différentes, et donc on va avoir un changement dans les assemblages associés. Et en fait, la dernière façon d'être temporaire, c'est le cas, par exemple, de ces dendromicrohabitats très spécifiques qui sont ce qu'on appelle des dendrotèles, qui sont des cavités dans les arbres qui se remplissent d'eau temporairement et qui fournissent une lame d'eau dans laquelle se développent essentiellement des insectes, on le verra. Et évidemment, un dendrothelme, ça fonctionne comme un dendrothelme quand il y a la lame d'eau est présente. Si j'ai de l'évaporation et que j'enlève cette lame d'eau, eh bien, mon dendrothelme, il devient une cavité dans un arbre et il ne redevient dendrothelme, fonctionnellement dendrothelme, que quand la lame d'eau réapparaît suite à une précipitation, par exemple. Sur le degré d'évolution, je reviens un petit peu en illustrant avec des coléoptères, essentiellement de la famille des élatérides, des topins. Ce degré d'évolution d'une cavité, par exemple, va jouer sur les assemblages, et même si on prend des choses assez simples comme les topins, on voit que certaines espèces sont inféodées aux premières phases de développement, mais peuvent quand même se retrouver sur l'ensemble de la série dynamique, et certaines espèces sont strictement inféodées à des parties, simplement, de cette série dynamique. Un autre point important, c'est que si je prends l'exemple des coléoptères pour l'exprimer, on a un certain nombre d'espèces associées aux dendromicrohabitats qui vont avoir, dans un gradient, en fait, qui vont avoir une très faible capacité de dispersion. Et je prends l'exemple de certains topins encore, certains coléoptères qui sont liés à ces stades ultimes de développement de la série dynamique que je vous ai montré précédemment. Et un certain nombre d'études diverses et variées ont montré que quand je m'éloignais de 200 ou quelques centaines de mètres, en tout cas d'une cavité occupée, j'avais assez peu de chances d'observer des communautés, en tout cas qui sont liées par des phénomènes d'immigration, par exemple. Et donc, certainement que la spatialisation, enfin, à la fois la densité et puis la distribution spatiale des dendromicrohabitats vont jouer sur ces fonctionnements de métapopulation. Alors, si je résume un petit peu tout ce que j'ai dit là en termes assez pratiques, ben, à l'échelle du peuplement forestier, ben, il faut que le gestionnaire, ou naturellement, évidemment dans les forêts naturelles, mais dans les forêts gérées, il faut que le gestionnaire prenne en compte le fait qu'il faut qu'il y ait un flux
de dendromicrohabitat pour sans cesse renouveler un certain assemblage diversifié de dendromicrohabitat. Le deuxième impact, c'est qu'il faut une certaine densité de dendromicrohabitat et on verra que ces densités-là varient en fonction d'un tas de facteurs. Mais en tout cas, il faut que la densité dendromicrohabitat soit en adéquation avec les traits de vie, en particulier la capacité de dispersion des espèces associées à ce dendromicrohabitat. Et le troisième effet, c'est que, alors j'ai mis probable parce qu'on est en train de travailler là-dessus et qu'on n'a pas encore les idées très claires, mais certainement qu'il y a des patrons de distribution des dendromicrohabitats dans les forêts subnaturelles, dans lesquelles les espèces associées s'y retrouvent parce qu'il y a de la coévolution entre ces patrons de distribution et les capacités de dispersion ou l'ensemble des traits de vie des espèces associées. Alors, dans tous les cas, ces dendromicrohabitats sont donc liés à des assemblages, à un certain nombre d'espèces associées, et on met en évidence quand même qu'il y a un certain gradient de dépendance, parce que, évidemment, que les dendromicrohabitats qui ne servent que de gîtes, par exemple, peuvent être certainement remplacés par d'autres types de gîtes, sous un caillou, sous une souche, sous un bois mort, etc. Ça paraît beaucoup plus difficile de remplacer un dendromicrohabitat quand il permet ou quand il est le siège en fait de tout le cycle de vie des espèces associées. Où là, on voit une espèce de dépendance très forte de ce dendromicrohabitat pour la présence de ces espèces-là. Alors, c'est ce que j'ai voulu vous montrer là. On a des batraciens, par exemple, qui utilisent des concavités racinaires, des abris comme ça sous les contreforts racinaires, mais qui peuvent éventuellement s'en aller ailleurs. Et donc, au bout, on retrouve, par exemple, ce gros coléoptère, Osmoderma eremita, qui vit dans les cavités évolutives, les grosses cavités évolutives surfeuillues en dernière phase d'évolution, et qui boucle son cycle de vie avec des capacités de dispersion faibles et aussi avec des pourcentages de la population immigrante qui sont rares les pâquerettes, qui sont en général autour de moins de 10%. Et donc, on comprend bien que là, il y a un gradient de dépendance très, très fort. Et si on fait disparaître ce genre de dendromicrohabitat, on fait disparaître, on raréfie terriblement ces espèces associées qui en dépendent fortement. Alors attention, le gradient de dépendance entre des dendromicrohabitats et des espèces, il dépend à la fois des espèces et du dendromicrohabitat. Là, je vous ai mis une cavité athéro qui est susceptible d'accueillir de l'os moderne. Donc là, il y a une dépendance très très forte. Et le même dendromicrohabitat, pour la martre, le gradient de dépendance, il est très faible parce qu'elle va s'en servir rien que gîte. Donc ce gradient de dépendance, il va dans les deux directions. Il faut considérer le dendromicrohabitat et également l'espèce pour pouvoir le juger. Alors, ces dendromicrohabitats, je le disais tout à l'heure en intro, ils sont distribués dans un peuplement forestier dans lequel je trouve des arbres habitats, des arbres non habitats, c'est-à-dire qui ne portent aucun dendromicrohabitat, mais qui vont jouer un rôle clé sur le tampon de température, d'hygrométrie, etc., et qui vont expliquer une partie des assemblages. Et puis, on a tout un réseau complexe de ressources de complémentation et de supplémentation parfois obligatoire pour des espèces. Je vous ai illustré par exemple les ressources de complémentation de type fleurs, ressources florales, pollen et nectar, qui sont strictement indispensables par exemple aux diptères cirfidés, dont une grosse partie des diptères cirfidés sont saproxyliques, dont les larves se développent dans le bois en décomposition. Mais les adultes sont strictement à 100%, tous les adultes de diptères cirfidés, au moins en Europe, sont strictement dépendants de ressources florales en période de reproduction. Et donc, on voit un lien très étroit et bien complémentaire entre ces ressources qui paraissent complètement déconnectées, des plans d'eau, des ressources florales, etc., mais qui vont jouer un rôle dans la dynamique des populations, des espèces qui sont liées au dendromicrohabitat. Et puis, on a aussi des ressources de supplémentation, c'est-à-dire la nécessité d'avoir de multiples réplicas du même dendromicrohabitat à l'hectare pour satisfaire les exigences. Alors, je vous ai mis quelques exemples là, bien connus. Bon, les espèces multi-habitats dont je viens de parler avec les diptères cirfidés. Le cas des chauves-souris qui ont nécessairement besoin de ressources en eau pour s'abreuver, surtout en période de repos pour aller chasser.
Et puis le cas des hyménoptères cavicoles qui ont besoin également de ressources florales. Les abeilles mellifères, par exemple, bon, ce cas est bien connu. Les ressources les ressources de supplémentation maintenant, ben là, par force aussi, je vous ai mis un exemple de chauve-souris. Ben, s'il n'y a pas suffisamment de cavité pour en période de reproduction, en période même de gîte hivernal, d'hibernation, eh ben, on a un risque de prédation qui va augmenter fortement. On a un risque de parasitisme ou un degré de parasitisme qui va augmenter très fortement. Et puis, ça va limiter la possibilité pour ces espèces, pour ces individus-là, d'aller rechercher les meilleures conditions microclimatiques au meilleur moment en fonction des changements des changements de météo. Voyons maintenant ces relations entre ces dendromicrohabitats et puis les espèces associées avec quelques mentions autour des relations à l'échelle du dendromicrohabitat et puis je parlerai aussi de ce qu'on trouve à l'échelle du peuplement forestier. Alors, on est bien incapable de vous donner le nombre même dans les forêts tempérées, dans lesquelles ça fait assez longtemps maintenant qu'on regarde ça, on est bien incapable de vous donner le nombre d'espèces associées aux dendromicrohabitats dans les forêts tempérées. Par contre, on sait qu'il y en a plusieurs milliers. Alors, pourquoi on le sait? Parce qu'on a au moins 2 études qu'on a menées et qui nous permettent de le dire. On a mené une première étude sur juste, alors vous avez vu que dans les dendromicrohabitats, il y a une grande forme qui s'appelle le champignon au sens très large, dans lequel on a même mis les myxos, qui va être splitté après en polypore pérenne, polypore annuel, agaricale charnu, pyrénomycète et puis myxomycète. Donc ça fait pas mal déjà de différenciation. Dans les polypores pérennes, ben, il y a une multitude d'espèces que l'on va trouver dans les forêts. Et donc, on a choisi une seule parmi cette petite catégorie, Fomes montarius, l'amadouvier, et on a étudié les arthropodes vivant dans les carpophores de Fomes montarius à l'échelle de l'ère européenne de Fagus sylvatica. Et on a estimé qu'on avait à peu près 600 espèces liées qu'aux carpophores, enfin, pas liées strictement à ces carpophores-là, mais dans les carpophores de seulement Fomes montarius, on estime qu'il y a à peu près 600 espèces d'arthropodes couvrant une gamme assez large d'insectes et d'autres types d'arthropodes. Et puis, il y a une deuxième étude des collègues qui ont étudié les cavités très évoluées basses sur chêne dans les forêts françaises et avec des pièges à émergence. Tout ça, c'est du travail par émergence, c'est-à-dire on collecte les fomesses, on les a mis dans des boîtes et on a regardé tout ce qui sortait. Et les collègues qui ont travaillé sur les cavités basses ont encapuchonné l'intégralité de la cavité, et donc ont collecté tout ce qui sortait et ils ont trouvé globalement autour des 400 espèces de coléoptères. Si j'additionne 600 et 400, ça fait 1000. Je n'ai pas beaucoup de crainte à dire qu'il y a plusieurs milliers d'espèces dans les forêts qui vivent aux dépens, qui ont besoin de dendromicrohabitat pour vivre, pour boucler leur cycle. Et cette diversité, ces espèces, elles couvrent un large champ taxonomique qui va du nématode aux mammifères en passant par les chauves-souris, les lichens, les champignons, etc., etc. Et encore, vous verrez qu'on n'a pas prospecté des pans entiers de biodiversité qui nous révèlent quelques surprises. Vous voyez aussi sur ce truc très schématique, ce dessin très schématique, qu'il y a des dendromicrohabitats qui ont l'air de porter une large gamme de taxa et des dendromicrohabitats qui sont beaucoup plus restreints en termes de variabilité, voilà, d'éventail de taxa associés. Alors, je vous ai mis 3 exemples là-dessus pour vous montrer un petit peu l'éventail. Ben, un des dendromicrohabitats portait le moins de variabilité en termes de groupe taxonomique, c'est les dendrotènes, hein, dont je parlais tout à l'heure. Si on fait le décompte de ce qu'on connaît dans les dendrotènes, bon, il y a deux mousses qui sont assez strictement inféodées chez nous au déversoir de ces dendrotènes-là. On a évidemment quelques hyphomycètes, enfin le groupe des champignons, on a des rotifères, on a des nématodes, de la méliofaune, des microcrustacés, et puis on a un groupe comme ça un peu supérieur d'insectes, avec assez peu d'insectes connus, et essentiellement des diptères, et puis avec une espèce de coléoptère, un cirtide.
Mais donc une quinzaine d'espèces à peine en Europe d'insectes qui vont vivre dans ce contexte assez spécifique au niveau physico-chimique. Hein, il y a des conditions assez drastiques. Mais par contre, ce qu'il faut remarquer, c'est que ces insectes-là, parmi les 15 espèces, ben, il y en a plus de la moitié qui sont strictement inféodés à ce dendromicrohabitat et qu'on ne retrouvera pas dans un autre compartiment de l'écosystème forestier. À l'inverse, il y a certains dendromicrohabitats qui sont très composites. Et quand on les regarde de près, qui sont en fait un ensemble de micro-habitats assez différents. Et là, je vous ai mis une loge de pique un peu évoluée, qui a évolué, disons, une dizaine ou une quinzaine d'années, dans lequel j'ai déjà des accumulations de terreau, mais du bois qui reste dur. Et quand je le regarde, quand je prends des communautés de coléoptères et latérides avec leurs proies, mais on pourrait distinguer quatre assemblages très différents qui cohabitent dans la même cavité, mais qui jouent un rôle écologique, en tout cas qui fonctionnent un peu en circuit différent et fermé. Et puis, je peux rajouter là-dedans des chauves-souris, des oiseaux, des mammifères, etc., d'autres mammifères que les chauves-souris, qui vont utiliser. Et donc, j'ai bien, de l'extérieur, j'ai bien une orifice de loge de pique. À l'intérieur, j'ai bien un trou, mais si je regardais finement, ben, j'aurais quelque chose d'assez complexe et assez difficile à démêler. Et d'ailleurs, ce démêlage, on ne le fait pas quand on fait de l'inventaire d'endromicrohabitat. Ça reste une loge de pique, simplement, comme si c'était une seule entité. Un autre exemple de cet aspect un peu composite, là, vous avez un carpophore de Fomes mandarius. En fait, on a vu qu'il y avait de nombreux arthropodes qui vivaient dans ces carpophores de Fomes mandarius, mais si on voulait regarder finement les communautés associées, ben, il faudrait différencier les communautés qui vivent dans les tubes, les communautés qui vivent dans le cœur mycélien et à l'interface souvent entre l'arbre et le carpophore. Et puis, vous avez des communautés qui sont strictement dans le contexte dans la trame. Et donc, vous avez trois communautés qui cohabitent dans le même dendromicrohabitat. Alors, passons maintenant à l'échelle du peuplement. On pourrait, enfin, je ne vais pas extrêmement les détailler, mais ce qui est important de savoir, c'est que globalement, eh bien, quand la densité, l'offre en dendromicrohabitat, la ressource augmente, quel que soit le type de forêt, quel que soit le contexte, etc., j'ai une réponse positive. Des fois de l'abondance des espèces, des fois de la richesse spécifique, des fois que des espèces rares, des fois des espèces communes, etc. Mais je n'ai jamais de perte de biodiversité quand j'augmente la ressource en dendromicrohabitat. Ça tombe un peu sous le sens, mais là, on la quantifie. Par contre, ce rôle positif, il est assez contexte dépendant et il est aussi taxon dépendant. Là, je vous ai mis une étude où on a travaillé sur les coléoptères saproxyliques dans des forêts dominées par le hêtre et dominées par le chêne. On avait regardé les espèces rares, les espèces communes, et on s'aperçoit que dans les modèles de prévision de la richesse spécifique, eh bien, pour les espèces rares dans les traits, ben, la densité d'endromicrohabitat arrive en premier. C'était le premier facteur explicatif de ma richesse spécifique, alors que pour les espèces communes dans les chênaies, j'arrivais qu'au cinquième rang après la diversité de bois morts, la densité de bois morts, le pourcentage de milieux ouverts avec des ressources florifères, etc., etc. Autre constatation, c'est que cette relation positive, quand on cherche des seuils, on les trouve. Dans la majorité des cas, on trouve des effets de seuil. Ça veut dire que ce n'est pas en augmentant, il n'y a pas une augmentation, une réponse linéaire de mon groupe taxonomique à l'augmentation de ma densité. On observe des effets de seuil qui sont très nets, avec des doublements de richesse spécifique quand je franchis, par exemple, un certain seuil de densité d'un certain type de dendromicrohabitat pour un certain taxon. Et ce qui complexifie un peu, c'est que suivant les contextes, le seuil, peut être assez différent. Là, dans cette étude-là, on a montré que dans les pinèdes de plaine, dès que j'avais un arbre porteur de cavité, j'avais une réponse significative de mon groupe des coléoptères saproxyliques pour avoir la même magnitude de réponse, c'est-à-dire un doublement quasiment de la richesse spécifique. Dans les forêts de montagne dominées par le hêtre, il me fallait basculer au-delà de 20 arbres porteurs de cavité à l'hectare. Alors ça, en termes de recherche, de résultats scientifiques, c'est assez intéressant de voir un peu ce phénomène. C'est aussi très intéressant en termes mais ça, Rita l'abordera, en termes comment dire, de recommandations aux gestionnaires.
C'est-à-dire, si je reviens à mes considérations de marchand de tapis au début, où les gens ont dit, je veux bien garder un arbre à cavité tous les hectares et demi, non, tous les hectares 8, etc., etc. Je veux dire, à un moment, si on ne fait pas l'effort et si on ne franchit pas le seuil, la réponse, elle va être non significative. Je reviens à mes ressources de complémentation. Dans cette étude-là, on a montré que la réponse, elle était très significative quand j'avais une certaine ouverture du milieu. Et ce que j'appelle ouverture du milieu ici, ce n'est pas ouverture de la canopée, c'est une réponse par le tapis herbacé qui fournit une ressource de complémentation. Alors que quand les peuplements étaient fermés et que je n'avais pas cette ressource de complémentation, la réponse était le calme plat, malgré une forte augmentation du nombre d'arbres porteurs de cavités dans cette étude. Alors voyons maintenant dans les forêts subnaturelles, enfin on les appelle comme on veut, mais des forêts, la référence que j'emploie depuis un certain nombre d'années maintenant, ce sont des forêts qui sont anciennes et qui n'ont pas été exploitées depuis au moins une centaine d'années et sur lesquelles on est sûr qu'il n'y a pas eu d'exploitation depuis une centaine d'années. Donc on considère que dans cet échantillon-là, on observe des dynamiques assez naturelles et des choses assez naturelles. Alors, ce qu'on voit, ça, ce sont des courbes produites par modélisation, où on modélise les lois d'apparition des dendrons microhabitats de deux façons. D'abord, de façon cumulative, c'est-à-dire quand le DBH augmente, quand le diamètre à 1,30 m augmente, quelle est la réponse des dendrons microhabitats. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour vous montrer qu'il y a un effet essence qui est très fort. C'est-à-dire, j'ai des espèces qui vont accumuler très rapidement et de façon assez importante des dendrons microhabitats et des espèces qui vont assez faiblement contribuer au stock des dendrons microhabitats. Globalement, quand même, un des résultats clés, c'est que les feuillus vont porter plus tôt et vont porter plus souvent des dendrons microhabitats que les conifères. Dans les forêts subnaturelles des Pyrénées, par exemple, ben, le sapin péquiné, même quand il est très gros, au-delà d'un mètre de diamètre, ben, on plafonne autour des 70% d'arbres porteurs, alors que pour le hêtre, au-delà de 90 cm de diamètre, eh bien, tous les arbres portent au moins un dendron microhabitat. Enfin, la probabilité d'observer un dendron microhabitat est proche d'eux. Alors non seulement cette accumulation, elle est différentielle en fonction des essences, mais le moment à laquelle l'accumulation se fait est aussi différentiel. On a aussi modélisé ça, c'est-à-dire pour un certain nombre d'essences et pour un certain nombre d'endroits microhabitats. Et on s'aperçoit que certaines essences, elles contractent sur une donnée, enfin sur une durée donnée, elles contractent à certains moments de sa croissance, elles contractent beaucoup de dendrons microhabitats, puis beaucoup moins, et certaines vont plutôt les contracter assez tardivement dans le même espace de croissance. Ça faisait un moment qu'on voulait le regarder et là on a eu l'opportunité avec une base de données assez conséquente de collègues tchèques puisqu'ils avaient carotté entre 15 000 et 20 000 arbres. Et donc on a pu regarder l'effet de l'âge et l'effet du diamètre parce qu'on subodorait le fait que, évidemment, il fallait que les arbres. On voyait que les arbres, plus les arbres étaient gros, plus ils portaient d'endroits microhabitats. Mais on se demandait si c'était un effet de l'âge ou si c'était, s'il y avait aussi un effet diamètre. Et là, on a réussi à montrer que ben, les deux. Sauf que c'est pas complètement stupide de continuer à prendre la routine des DBH plutôt que d'aller carotter tous les arbres parce que la réponse, elle est quand même beaucoup plus violente à l'augmentation du DBH qu'elle n'est à l'augmentation de l'âge. Et il y a assez peu d'endroits microhabitats, a priori, qui sont plutôt dépendants de l'âge que plutôt dépendants du DBH. Donc, je pense qu'on va continuer à l'avenir à prendre plutôt des DBH et puis de temps en temps, évidemment, à collecter des âges, mais c'est quand même une autre affaire sur le terrain. Ce qui est intéressant à retenir aussi, c'est que non seulement les très gros arbres portent plus en nombre d'arbres porteurs, en quantité d'arbres, en quantité d'endroits microhabitats, en diversité d'endroits microhabitats, mais dans certains contextes en tout cas, seuls les gros et les très très gros, c'est-à-dire au-delà de 65 de diamètre à peu près, seuls les gros vont porter l'intégralité des dendrons microhabitats. Et il y a des dendrons microhabitats qu'on n'observe pas sur des arbres qui sont de petite taille. Et là aussi, on voit l'effet de la gestion. Si on réduit
les diamètres d'exploitabilité, mais on a peu de chances de contracter, enfin d'observer certains endroits microhabitats. Les chandelles, enfin, ce que vous appelez chicots, je crois ici, hein, sont aussi cruciaux, en particulier dans les peuplements dominés par les conifères, parce qu'ils vont offrir, porter des ressources d'un endroit microhabitat beaucoup plus fréquemment que les arbres vivants, et en particulier les polypores, hein, les carpophores de polypores, et puis également les fentes, enfin les choses qui ressemblent à des fentes, des écorces décollées, etc., qui pourvoient, qui offrent cette ressource de fente et qui sont quasiment jamais portés par des arbres vivants. On a regardé les patrons de co-occurrence pour voir. Alors, on avait deux objectifs derrière ça. Le premier objectif, c'était essayer de démêler un petit peu ces séries dynamiques qui vont d'un endroit microhabitat à l'autre. Parce qu'on sait, par exemple, enfin, je vous ai montré tout à l'heure une série dynamique, on sait aussi que les pics vont plutôt creuser là où les carpophores sont prêts, enfin, où les champignons ont déjà ramolli le bois, donc les carpophores sont présents. Donc, on avait l'objectif de regarder un petit peu ça. Et puis, on voulait voir aussi si on pouvait réduire l'effort d'observation, passer de 47 types à quelques types, tout en ayant une information un peu plus grossière, mais une information quand même qui soit statistiquement pertinente. On s'aperçoit que ben, il y a beaucoup plus de patrons de concurrence chez les feuillus que chez les conifères. On a chez les conifères quelques, je ne vous les ai pas mis là, mais on a quelques résultats négatifs, c'est-à-dire des exclusions de quelques dendrons microhabitats, mais c'est très rare. Et en fait, en conclusion, bon, on y voit plus clair sur les patrons de concurrence, mais malgré tout, on n'a pas démêlé beaucoup de séries dynamiques. Et puis le résultat de la réduction pour les feuillus, ça marche pas trop mal, parce qu'avec 3 dendrons microhabitats, on arrive à en couvrir plein. Mais pour les conifères, ben, il faut encore regarder une grosse quantité, donc on n'a pas tout à fait résolu ce problème-là. C'est encore à travailler, je pense. Alors, quelques éléments sur l'effet de la gestion. On a bien souvent une chute de la densité d'arbres habitat, mais ce n'est pas constant. Par contre, on a deux choses qui sont constantes. C'est une plus faible diversité des dendromicrohabitats dans les forêts gérées, et c'est aussi un changement drastique de proportion relative, avec des dendromicrohabitats qui vont être plutôt favorisés par la gestion forestière, en particulier l'androthelme chez les arbres qui en fabriquent facilement, les hêtres par exemple. Et puis les pertes d'écorce, les barclos, parce qu'évidemment, par les machines, etc., on enlève de l'écorce. Et puis des dendromicrohabitats qui vont être extrêmement rarifiés, voire disparaître, les carpophores sur les arbres vivants, les fentes, un certain nombre de types de cavités, etc. Et donc parfois, cette perte versus cet accroissement se compense en termes de densité, mais on a toujours des changements de patron, de distribution, de proportion relative, et toujours une baisse de diversité. Pour vous montrer comment le gestionnaire, en tout cas dans les forêts tempérées, en particulier en France, sont capables de contrôler fortement la densité d'arbres habitat. Là, on est dans la forêt de Troncé. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On fabrique des tonneaux assez intéressants pour les vins, hein, avec les bois de cette forêt. Et du coup, on conduit des chênes sessiles à des arbres assez respectables, avec des âges d'exploitabilité qui sont de plusieurs siècles. Ben là, on voit que la proportion d'arbres gros et porteurs de dendrons microhabitat stagne à des niveaux très très bas, alors que, rappelez-vous les cours de tout à l'heure, on avait une augmentation très très forte avec le DBH. Là, on arrive à contrôler ça. Les forestiers gestionnaires arrivent à contrôler de façon drastique l'offre en dendrons microhabitat dans ces forêts-là. Et en fait, il y a deux façons de le contrôler en routine. Pour les feuillus, c'est plutôt l'acte de martelage, c'est-à-dire les gens qui vont marquer les arbres à abattre dans nos forêts qu'on gère en coupe sélective. Alors que pour les conifères, parce qu'ils contractent assez peu de dendromicrohabitat dans le jeune âge, ben c'est surtout le fait de fixer des diamètres d'exploitabilité qui soient assez bas. Plus on fixe ces diamètres d'exploitabilité bas, et plus on a des chances de réduire fortement, tout à fait naturellement, même si on ne fait pas de sélection négative, de réduire l'offre en dendromicrohabitat.
Alors, j'avais fait tout un. Je vous avais montré quelques. J'avais mis quelques diapos, mais je vais peut-être aller assez vite là-dessus, sur le fait de hiérarchiser les dendromicrohabitats. En substance, euh, moi, je suis assez contre faire une hiérarchisation des dendromicrohabitats avec une approche taxon centrée. Parce que chaque spécialiste d'un taxon particulier va dire, OK, ce dendromicrohabitat, c'est hyper important, celui-là, il vaut rien, etc. Moi, je suis plutôt sur une approche qui serait axée sur l'acte de gestion, l'impact de l'acte de gestion sur la ressource en habitat. Alors, quelques mots quand même. Quand on a une approche taxon-centrée, ben, je vous ai pris un exemple ici, cette loge de flic. Si je suis un spécialiste des batraciens, ça n'a aucun intérêt, c'est à 8 mètres du sol, les batraciens de chez nous, ils ne grimpent pas. À part les rainettes arboricoles, mais il y en a pas beaucoup. Par contre, si je suis un spécialiste des chauves-souris, etc., je mets une super note. Et donc, suivant le spécialiste que je vais faire passer, mon dendromicrohabitat, ça va être une ressource peu importante ou très importante, ce qui est un peu embêtant. Si on prend, ça dépend des métriques aussi qu'on prend. Si je regarde le nombre d'espèces liées, ou si je prends l'abondance, ou si je prends la spécificité, ben je vais donner des notes très différentes en fonction du même dendromicrohabitat. Moi, je préfère une approche comment dire, qui est focalisée sur l'acte de gestion. Est-ce que mon acte de gestion de martelage, de coupe de cet arbre-là, va influer plus ou moins fort et plus ou moins durablement sur mon assemblage de dendromicrohabitat et donc, de facto, sur le potentiel d'accueil pour la biodiversité. Et donc, maintenant, on a l'habitude d'utiliser ce système-là. On agrège quatre notes. Une note qui prend en compte le taux de remplacement de mon dendromicrohabitat si j'enlève l'arbre habitat. Typiquement, pour prendre un exemple, les impacts de foudre. L'impact de foudre dans une forêt chez nous, ben, ça peut survenir tous les 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça dépend des secteurs. Et donc, si j'enlève l'arbre qui porte des fentes de foudre, eh ben, je vais attendre 40 ans avant que ça revienne. Et donc, je vais donner une note forte à cet arbre-là et une note faible à un arbre qui porte un nid de passereaux, parce que les passereaux, tous les ans, ils vont refaire des nids dans le peuplement. Voilà. Le deuxième facteur, c'est la deuxième score, est relatif à la rareté dans les forêts gérées. Plus le dendromicrohabitat est rare, plus je lui donne un score fort, plus il est fréquent, plus il a une note faible. Le troisième facteur, c'est je compare cette densité locale dans les forêts gérées avec des densités, avec l'éventail de densité que l'on a dans les forêts subnaturelles, non exploitées depuis plusieurs 100 ans ou plus de 100 ans. Et donc, si je suis dans la gamme de la variabilité dans les forêts subnaturelles, eh ben, il n'y a pas de bonus ou de malus. Si la densité elle est déjà beaucoup plus faible que ça, eh ben, je donne beaucoup de points. Et si la densité elle est beaucoup plus forte, j'ai peut-être pas besoin de tous ces arbres-là. Et donc, je donne des points négatifs. Et puis, le dernier facteur, c'est si j'ai plusieurs dendromicrohabitats ou des dendromicrohabitats de très grande taille sur mon arbre, eh bien, je donne un bonus en disant attention, ça c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et donc, voilà. Et quand je cumule ces quatre notes-là pour chacun des dendromicrohabitats et pour les arbres, eh bien, j'obtiens la somme, une espèce de valeur à chacun des arbres qui va hiérarchiser mon acte de gestion. Ça, c'était pour vous montrer qu'il y a une seule étude qui a étudié ça, mais il y a un effet observateur qui peut être relativement fort. Et donc, ça demande de s'entraîner quand même et d'utiliser une typologie, de se référer à des seuils, etc. Mais ça, Rita vous en parlera beaucoup plus dans la suite. Alors, j'avais mis quelques diapos très rapidement sur ce qui reste à découvrir et les axes de recherche sur lesquels on travaille en ce moment, très rapidement. On s'aperçoit que pour l'instant, on a beaucoup travaillé avec l'essence, le DBH ou l'H, et donc on explique une part de la variance, mais on a une variabilité, une grosse part de la variance qui va être expliquée par un effet site, dans lequel dans l'effet site, ben, il y a plein de choses autour de l'altitude, de la gestion, etc. Il y a certainement des choses à l'échelle du peuplement aussi, qui reprend la densité des arbres, leur distribution spatiale, etc. Et puis, il y a d'autres aspects à l'échelle de l'arbre qu'on n'a pas pris en compte, mais dont on a mis en évidence en 2022 que ça pouvait jouer sur un certain nombre de dendromicrohabitats.
c'est le stade ontogénique, l'état physiologique, en plus de l'espèce, de l'âge et son DBH. Donc ça, maintenant qu'on a une base de données, on est en train de configurer, enfin d'augmenter un petit peu notre base de données avec des nouvelles données qui viennent d'un peu partout en Europe et ailleurs, et dont les données de Maxence. Quand on va l'avoir finalisé, je pense, à la fin de cet été, on sera autour des 220 000 arbres, 210 000 ou 220 000 arbres. Donc ça nous permet maintenant de prendre en compte ces aspects-là de façon statistiquement plus correcte. Le deuxième, je ne vais pas rentrer du tout dans les détails non plus là, mais le deuxième aspect qui nous intéresse fortement, c'est essayer de faire une liste maintenant d'éléments déclencheurs, d'avoir une meilleure idée des processus dynamiques qui font passer un dendromicrohabitat à l'autre, et d'avoir surtout des idées de temps de passage ou de disparition des dendromicrohabitats, c'est-à-dire de durée utile de chacun des dendromicrohabitats, pour modéliser un petit peu les flux de dendromicrohabitats, parce que ça, on a des idées assez floues sur ces questions-là. Le troisième objet enfin, axe de recherche qui nous intéresserait fortement, c'est essayer de voir s'il y a des patrons de distribution des dendromicrohabitats, à la fois dans les forêts subnaturelles, des patrons naturels, et puis est-ce que ces patrons sont modifiés ou non par la gestion forestière. Alors, à ce jour, il n'y a que 3 études qui avaient été réalisées dans 3 contextes assez différents. Et là, on est en train de finaliser un papier à l'échelle de l'ère du F, de Fagus sylvatica, et dans lequel on regarde un petit peu les patrons dans les forêts non exploitées depuis plus de 100 ans et dans les forêts qui sont gérées. Un autre axe de recherche, c'est on a une explication de la variance qui est assez, malgré tout, qui reste assez faible, malgré le fait qu'on sache que les dendromicrohabitats accueillent une grosse diversité. On a une explication, enfin une part de variance des variations de communauté associées aux dendromicrohabitats expliquée qui reste assez faible. Alors, on pense que ça vient de notre façon d'échantillonner l'endromicrohabitat, plus les façons d'échantillonner les groupes taxonomiques, plus le fait que on soit dans des contextes souvent qui soient des contextes assez perturbés avec des faunes ou des flores qui soient un peu réduites, etc. Donc il y a un tas de trucs qui font que malheureusement on n'arrive pas souvent à mettre en évidence que l'endromicrohabitat, ben, c'est plein pot par rapport pour expliquer les variations de communauté. Du coup, on a commencé, et ça donne des résultats assez promoteurs, à traduire les variables, au lieu d'utiliser les variables classiques de densité, de diversité d'endromicrohabitats, on les traduit en qualité d'habitat donnée par la présence des dendromicrohabitats. Donc en fait, on fait la même démarche conceptuelle que prendre une liste une liste d'espèces et traduire par le trait de vie un petit peu pour avoir une idée de la communauté, des traits de vie moyens de la communauté, de la variabilité, on fait pareil avec une matrice de traits de vie des dendromicrohabitats, et donc on traduit un assemblage de dendromicrohabitats en traits de vie moyens, diversité fonctionnelle, richesse fonctionnelle, etc., de mon assemblage de dendromicrohabitats. On explore aussi d'autres groupes taxonomiques, et on a publié un papier sur la méiofaune, donc les rotifères, les tardigrades et les patylmènes, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a une spécificité d'assemblage en fonction des dendromicrohabitats, et il y a une richesse énorme en termes d'abondance. On a des x6 les références qu'on avait sur les nématodes du sol, par exemple. On a certains dendromicrohabitats où on trouve 6 fois plus de dendromicrohabitats à l'unité comment dire, au poids sec, la même unité de poids sec entre le sol et les dendromicrohabitats. Et puis, des questions méthodologiques. Hein, je viens de terminer, alors je n'ai pas les résultats là, mais je viens de terminer un travail avec des grimpeurs de mon institut, dans lequel, sur 80 arbres, parce que ça nous a pris déjà 10 jours de terrain à 4, des grimpeurs sont allés explorer l'intégralité du houppier et du tronc, etc., de chêne. Et moi, je faisais des observations depuis le sol, et on compare ce que je suis capable de voir, ce que j'identifie bien, ce que j'identifie pas bien, ce que je ne peux absolument pas voir. Et l'idée, c'est d'y voir un peu plus clair, c'est ce qu'on loupe depuis le sol, parce que on fait toujours des inventaires depuis le sol.
Et l'idée, c'est de voir si on a moyen de construire des modèles qui permettent de prédire, enfin, d'avoir un inventaire semi-exhaustif de ce qu'il y avait sur l'arbre alors qu'on n'en a vu qu'une partie depuis le sol. Voilà. Donc ça, c'est en plein travaux. Eh bien, je vais m'arrêter là. Merci bien. Donc, Laurent, on va faire, vu qu'on a quand même un peu short niveau temps, on va passer à Rita. Moi, j'ai juste, on fera après un gros groupe de questions, je pense, pour la fin. Au pire, si vous avez des questions, vous pouvez envoyer sur le chat, sur le Zoom, ou bien même les envoyer par courriel. Mais là, je pense que je vais arrêter mon couteau pour arrêter d'avoir des lignes en permanence. Et maintenant, Rita, je te donnerai ton tour de parole. Alors, après cette présentation plutôt scientifique, on va passer à quelque chose d'un peu plus digeste qui va nous permettre de mieux digérer votre repas. Donc, je vais vous parler de la mise en œuvre de ce concept d'Andromeda dans la gestion forestière, comment on le fait en Europe, avec un focus particulier sur comment on le fait en Suisse. Donc, la première partie, c'était qu'est-ce qu'on en sait, etc. Et puis moi, je vais vous parler de cette implémentation et puis surtout aussi montrer quels outils sont disponibles pour les gestionnaires qui veulent intégrer ça. Donc, on sait que le cycle naturel d'un arbre peut être de plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'années, depuis la croissance via la maturité jusqu'à la phase de sénescence et de mort. On sait aussi que c'est seulement à partir de la maturité et voire de ses naissances que le nombre d'espèces, dans ce cas-là sarcoxylique, va fortement augmenter. Alors, lorsque on abat un arbre, évidemment, ce cycle biologique naturel va être fortement réduit. Donc, on a dit en Europe, il faut en faire quelque chose parce qu'on perd une grosse partie de la biodiversité associée à ces arbres-là. Et en Europe, on est dans un contexte de forêt secondaire, quasiment partout. Nous n'avons plus tellement ou quasiment plus de forêts primaires qui n'ont pas été exploitées depuis toujours. Donc, pour y remédier, en fait, on a deux gros concepts. Le premier, c'est le concept qu'on appelle de ségrégation. Ça veut dire que j'ai une grande partie de la forêt de production, donc qui permet de produire du bois, mais je réserve une petite partie de mes forêts à la conservation. Ça veut dire que je vais décider de créer des zones protégées où je laisse la dynamique naturelle prendre son cours et où je n'exploite plus du tout. Alors, après, il y a une autre approche qu'on appelle plutôt intégration. Là, on dit, mais finalement, toute la gestion forestière, ça permet d'avoir une espèce de continuum. Il y a peut-être des endroits qui sont plus exploités. Ici, ça serait à droite, où l'impact de l'homme est plus fort. Et puis d'autres endroits qui sont peut-être un peu moins intensivement exploités, où on a une plus grande influence sur la nature. Et ces deux concepts, en fait, on a réalisé que ni l'un ni l'autre est suffisant. En fait, ils sont complémentaires. Donc, actuellement, en Europe, on préconise ce concept-là, qui est une combinaison des deux, justement. Donc, on a réalisé qu'il faut quand même des grandes zones sans intervention pour permettre la dynamique naturelle à une certaine échelle de se dérouler à long terme. Mais dans la production, la forêt de production, qui souvent représente quand même plus que 90% de la surface totale de l'aire forestière dans nos contrées, il fallait aussi avoir des surfaces de différentes dimensions qui ne sont pas exploitées, mais aussi des surfaces qui permettent d'accueillir d'autres fonctions. Nous, on est dans un contexte de gestion multifonctionnelle. Donc, nos forêts ont toutes plusieurs fonctions à remplir. Non seulement la production de bois, mais aussi, par exemple, pour la récréation, la population qui va se promener, etc., et d'autres services écosystémiques. Alors, en fait, là, on entre vraiment dans ces réflexions de retention forestry. Donc, on va ne pas exploiter la totalité des arbres, etc. En fait, ce concept, il est vieux. En fait, il vient de l'Amérique du Nord. Hein. En fait, ça a été mis en place ici il y a déjà fort longtemps. Et il est très commun maintenant aussi en Europe du Nord,
avec retention, donc certains arbres individuels, voire des surfaces, des groupes d'arbres et surtout aussi d'autres structures comme le bois mort. Ça a commencé beaucoup plus tard en Europe centrale parce que nous avons toujours dit on a une gestion forestière proche de la nature, nous n'avons pas de coupe rase, souvent. Nous travaillons quai par quai, donc c'est une espèce de gestion, de jardinage de nos forêts, et on pensait qu'on n'aurait pas besoin de retenir des choses. Or, plein d'études ont montré justement que la biodiversité en forêt aussi, elle est en grande baisse. Alors, voici le schéma de ces approches. Donc, à droite, l'approche qui correspond aux coupes totales, où généralement on laisse rien, voire très peu. Et puis à gauche, l'approche plutôt dans les forêts gérées par coupes sélectives. Alors, quels sont les éléments structurels qu'on va retenir? Donc, c'est par exemple justement des arbres habitats, du bois mort à terre ou des arbres morts sur pied. Et en fait, ça a été implémenté maintenant dans les deux types d'écosystèmes forestiers. L'un, c'est plus en Europe du Nord, l'autre, c'est plus en Europe centrale et de l'Ouest. Donc, ça peut ressembler à ça. La première photo en haut à gauche, c'est de l'Europe du Nord, Suède, où ils laissent des groupes d'arbres. En haut à droite, sauf erreur, ça pourrait même être du Québec, cette rétention variable, etc. Et puis, en bas, on est plus dans le contexte des forêts gérées donc, par coupe sélective, où on va commencer où on a commencé depuis assez longtemps maintenant, de conserver des arbres habitats. Donc, comme Laurent vous l'a expliqué, c'est des arbres qui portent des dendromites habitats, souvent aussi des groupes d'arbres habitats, voire justement des zones old growth patches, donc des zones qui ne sont pas exploitées sur assez long terme, qui vont cumuler après beaucoup de dendromites habitats à l'intérieur. La grande question que, évidemment, les gestionnaires nous posent tout le temps, c'est mais combien est-ce on doit avoir de ces zones ou de ces arbres habitats? Alors, il n'y a pas de réponse simple. Parce que, bon, Laurent vous a montré, la réponse est souvent seuillée. Donc, ce n'est pas une réponse linéaire. Et on sait depuis longtemps que, évidemment, plus on a de quantité d'habitats, plus on aura les communautés, la biodiversité associée. Il y a différents chiffres qui ont été publiés. 10 à 20% de forêts dévouées donc, à la dynamique naturelle serait nécessaire d'après une étude de 2012. Il y a d'autres chiffres. Par exemple, là, c'est une étude de Simon Thorne et c'est une étude de revue bibliographique au niveau mondial qui a étudié, en fait, après une perturbation, donc ça peut être un feu, ça peut être un coup de vent, etc. Donc, après perturbation, eux, ils ont trouvé qu'il fallait maintenir 75% des surfaces perturbées pour conserver 90% de la biodiversité. Si on maintient que la moitié de ces surfaces perturbées, on va tout de même maintenir une grande partie de la biodiversité. Alors, pour le bois mort, nous avons aussi trouvé ce genre de seuil. On voit par exemple que, ça c'est les dessins en vert clair, que dans les forêts boréales, par exemple, la plupart des espèces vont avoir besoin entre 10 mètres cubes de bois mort par hectare jusqu'à 80. Mais quand on regarde euh, les moyennes, par exemple, pour la Suisse, on va réaliser que nous avons les forêts de montagne mixtes et les forêts de plaine. Nos moyennes, en fait, sont trop faibles par rapport aux besoins de ces espèces. On voit que certaines espèces sont extrêmement exigeantes. Ça, c'est justement tout le vert clair à droite. Quand certaines espèces ont besoin d'énormément. Donc, il n'y a pas de réponse simple à cette question. Ce qu'on dit encore aujourd'hui, mieux on en a, mieux c'est finalement. Et on a quand même constaté qu'on ne peut pas réfléchir que en termes d'arbres habitat et de petites surfaces, mais il est tout de même nécessaire d'avoir des grandes surfaces non exploitées. En fait, c'est le schéma que je vous montrais tout à l'heure qui
se confirme dans cette revue bibliographique qui a été faite dans les approches de rétention sur plus de 200 articles en Europe du Nord, qui ont eu un focus assez important sur le bois mort, les invertébrés, bryophytes, etc. Et qui ont justement dit, plus on en a, mieux c'est, évidemment. Cette façon de retenir des structures, c'est évidemment mieux que rien du tout, mais c'est pas suffisant. Maintenant, quelques mots sur comment est-ce qu'on met en place cette retention forestry, si on veut bien, en Suisse, sachant que c'est aussi fait d'une façon très similaire, par exemple en Allemagne, dans d'autres pays. Mais je connais mieux la Suisse. Donc la Suisse se trouve au centre de l'Europe. C'est un petit pays vraiment au croisement de nord-sud, est-ouest, avec beaucoup d'infrastructures. Si on compare la surface de la Suisse avec le Québec, on est 40 fois plus petit, mais on a un peu plus d'habitants. Donc, vous imaginez, c'est un pays très densément peuplé. Nous avons à peu près un tiers de surface forestière. Et comme je vous ai dit, notre gestion forestière est multifonctionnelle. Donc, oui, on produit du bois, mais on a beaucoup de gens dans les forêts. Donc, on a aussi cette fonction d'accueil et on a la fonction de biodiversité qui est aussi exprimée dans notre loi forestière. Et on a 50% des forêts qui ont une fonction de protection parce qu'on est un pays montagneux. En fait, protection contre les avalanches, les chutes de pierres, etc. Nous ne faisons pas de coupe rase, donc c'est que coupe sélective, mais nos forêts ont une très longue histoire d'exploitation. Depuis le XIIe siècle, donc même jusqu'en 1930, par exemple, les forêts, on n'exploitait pas que le bois, mais on allait même dans la forêt pour trouver la litière, etc., plein de choses. Ici, vous voyez, bois de feu, les gens, ils ramassaient vraiment tout partout, aussi à plus ou moins grande échelle. Donc, nos forêts étaient super exploitées et très, très utilisées. Nous avons des forêts sur le plateau, vous voyez ici, donc ces forêts sont très fragmentées avec population un peu partout, des villages, des villes. Nous avons une partie de forêt dans les Alpes et Préalpes, donc c'est raide, hein, c'est montagneux. Donc là, on a justement beaucoup de forêts de protection. Et après, nous avons quand même au Tessin des forêts qui sont quand même d'une certaine surface continue, qui ont elles aussi une fonction de protection importante, mais qui sont moins exploitées. Alors, je dirais le concept que la Suisse, au niveau politique forestière a décidé de mettre en place, en fait, c'est ce concept-là qui se traduit à différentes échelles. Donc, en bleu, les surfaces forestières protégées, donc c'est vraiment les zones protégées, les réserves forestières qui vont être dédiées à la dynamique naturelle. Donc, on décide de laisser la forêt vieillir, on ne veut plus de coupe du tout. Les old growth patches, c'est un peu la même chose, c'est juste plus petit. Et puis, la troisième échelle, c'est à l'échelle de l'arbre ou du groupe d'arbres, des arbres habitats, justement, qui seront sélectionnés et ne pas couper du tout. Donc, l'idée, c'est de créer des réseaux écologiques fonctionnels à l'intérieur donc des massifs forestiers, mais on a réalisé que ce n'était pas suffisant parce que, en fait, comme nos forêts étaient très longtemps très exploitées, ce que vous voyez à gauche, ce genre d'arbres qui sont nécessaires pour des espèces super spécialisées, ici le cas de coléoptères, en fait, on les trouve plus aujourd'hui dans nos arbres, dans nos forêts. Et en fait, ces espèces-là ont trouvé un refuge, en fait, dans les arbres qui sont dans les zones plutôt agricoles et les zones vertes. Donc, en fait, ce qui nous amène à dire que on doit maintenir ces espèces, mais on doit aussi leur permettre de revenir à la forêt quand on aura de nouveau ces structures-là. Ce qui fait qu'on va aussi réfléchir de comment on peut connecter nos massifs forestiers entre eux. Donc là, on a l'approche arbre-habitat pour relier justement ces massifs-là. Et donc, une approche à plusieurs échelles. Vous avez vu, Cétia déjà, Laurent vous l'a montré,
avec l'idée justement que les différents groupes, les différentes espèces vont pas agir aux mêmes échelles spatiales. Donc, l'idée, c'est vraiment de permettre à toutes les espèces de trouver quelque part leur compte dans ce réseau. Alors, la Suisse a décidé des objectifs à mettre en place d'ici 2030. Donc, on aimerait mettre en place donc, 10% de la surface forestière totale en réserve forestière sans intervention, donc dynamique naturelle, et au moins une grande réserve dans chaque région biogéographique que vous voyez ici. Donc, je vous ai montré le plateau, etc. Que veut dire grand chez nous? Alors, chez nous, grand, c'est 500 hectares. Sachant que quand même, on a réussi au Tessin, donc au sud des Alpes, à avoir des surfaces comme ça maintenant qui font 2000 hectares. Donc, pour la Suisse, c'est grand. Après, on aimerait 2 outgrowth patches par kilomètre carré à peu près, et puis 3 à 5 arbres habitat par hectare. Donc, si je reprends un peu ce que Laurent nous a exprimé, scientifiquement parlant, on pense que c'est pas assez. C'est un consensus, ça a été fait dans une approche participative. C'est le résultat de ces discussions entre les scientifiques, mais tous les groupes d'intérêt pour finalement aboutir à ça. C'est mieux que rien, mais c'est peut-être pas suffisant. Alors voilà, tout le challenge que nous avons. Il faut quand même savoir que nous avons une grande partie de forêts privées. Donc, les propriétaires, c'est des privés, à peu près la moitié de nos forêts. Et c'est clair qu'il faut aussi les avoir dans le bateau si on veut réaliser tout ça. Pour le premier objectif, le 10%, nous y sommes presque, donc c'est pas mal. Et puis, pour les autres, on est en route. Comment est-ce que ça se fait? Alors, c'est en fait un partenariat entre l'État, on va dire, et les propriétaires forestiers. Donc, on peut dire que l'État, donc le gouvernement, les différents cantons, vont quelque part acheter des services de biodiversité aux propriétaires. Ça veut dire qu'il y a de l'argent public, donc des subsides publics qui sont mis dans ce système. Donc, le propriétaire qui est d'accord de ne pas exploiter une partie de sa forêt, il peut toucher des subsides. Donc, il peut toucher de l'argent. Et puis, voilà, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je crois qu'on va faire un peu rapidement. Mais donc, on a de l'argent à disposition. Comme il y a des subsides qui sont versés, évidemment, l'État veut aussi s'assurer que ce n'est pas n'importe quoi qui va être proposé pour ces mises en réserve. Il faut savoir que c'est une approche en fait volontaire. Donc, on ne va pas contraindre les propriétaires de le faire, mais on essaie de les inciter à le faire. Alors, il y a des critères de qualité en termes de taille de ces réserves, en termes de depuis combien d'années ou plutôt de dizaines d'années ça ne doit pas avoir été exploité. Donc, par exemple, pour les réserves forestières, on demande au moins 120 ans sans coupe. Et puis après, il y a aussi une protection légale. Donc, on va faire une espèce de contrat qui garantit sur la durée, donc ça doit être au moins 50 ans, mais ça peut aller jusqu'à plus de 100 ans pour être sûr qu'on ne va pas verser l'argent à propriétaire et que 2 ans après, il coupe quand même sa forêt. Voilà. Maintenant, regardez en bas pour les arbres habitats. Donc, la qualité demandée, c'est que, évidemment, l'arbre porte des dendromites habitat, ça c'est pas évident. Après, il doit rester dans la forêt et jusqu'à sa mort et à sa décomposition. En fait, cet arbre-là, il ne pourra jamais être coupé. Il doit avoir des diamètres minimaux, 60 cm au moins pour les arbres feuillus, au moins 70 pour les conifères. Là aussi, en tant que scientifique, on aurait peut-être préconisé un peu plus, mais tout de même, c'est bien qu'on ne soit pas parti sur des très petits arbres parce que on sait que a priori, ils portent déjà moins de microhabitats. L'arbre doit être marqué dans le terrain et puis ses coordonnées doivent être saisies. Ici, vous voyez un forestier avec un grand sourire, il porte un GPS de précision, il est en train de géolocaliser ses arbres habitats dans la forêt.
pour en faire une carte. Je peux vous dire, au début, quand ce concept a été annoncé, ils n'avaient pas le sourire, ils n'étaient pas très contents, ils voyaient ça comme une contrainte supplémentaire, etc. Ça a bien changé. On a commencé en 2013, donc aujourd'hui, je crois que le concept est bien accepté et puis bien mis en place. Donc, ils doivent saisir l'espèce d'arbre, la liste des dendromicrapta, le diamètre et puis encore l'année où l'arbre a été saisi. Donc, les arbres doivent être marqués dans le terrain. Évidemment, c'est important pour les coupes sélectives de les repérer pour la prochaine opération de coupe. Alors, les subsides seront versés que pour les arbres qui correspondent à ces critères de qualité, mais à côté de ça, il y a d'autres types de rétention de structure, notamment en Allemagne, ils réfléchissent beaucoup aussi aux futurs arbres habitats, parce que, en fait, si on fait euh, comment- lors des traitements de peuplement, on enlève tous les arbres à défaut porteurs de dendromicrapita, mais peut-être pas encore bien exprimés, on va évidemment ne pas avoir des gros arbres habitats dans le futur. En Allemagne aussi, il laisse souvent le houppier en fait dans la forêt pour enrichir le bois mort. Nous en Suisse, on travaille beaucoup avec les souches hautes. En bas à gauche, donc dans les forêts de montagne, ces souches hautes permettent aussi la protection contre les chutes de pierres, etc. Ou alors on laisse des arbres entiers. Pour tout ça, évidemment, ça doit être entré dans les pratiques de gestion et il n'y a pas de subside pour ces choses-là. Le plus important, je dirais, et peut-être aussi le plus difficile, en fait, c'était ce changement de perspective de la part du forestier. Parce que pendant longtemps, on leur a appris dans les écoles que ce genre de choses, c'est des défauts. En fait, cet arbre, il n'aurait même pas dû pouvoir se maintenir. En fait, on aurait dû le supprimer déjà avant. Et aujourd'hui, en fait, ils doivent regarder le même arbre avec un autre regard. Ils doivent dire, ah, mais c'est pas un arbre avec des défauts, mais c'est un arbre porteur d'Andromicrapita. Et ça, c'était probablement le plus difficile d'arriver à ça. Alors, on peut se demander, mais quels sont les moteurs qui nous ont aidés, en fait, à mettre en place ce changement? Donc, il y a d'une part les demandes de la société, parce que la société demande de plus en plus des autres on va dire, services économiques et la biodiversité, plus que la production de bois. Donc, c'est vraiment ce changement qui met un peu de pression sur les gestionnaires forestiers dans la planification pour voir un peu la forêt autrement. Ensuite, il y a aussi cet aspect d'assurance fourni par une biodiversité importante parce qu'on a, avec les changements climatiques, tous les problèmes de sécheresse qu'on a maintenant dans de grandes parties de l'Europe centrale euh, qui font que, évidemment, on sait que si on a une forêt bien diversifiée, elle va être plus résistante, plus résiliente pour des perturbations. Ça, c'est quelque chose qui a aussi incité les forestiers à voir les choses un peu autrement. Après, il y a eu évidemment tous, je dirais, de savoir de recherche, des résultats de recherche qui ont fait partie du package de ce qu'on a expliqué aux forestiers. Et surtout, ce savoir, en fait, de la recherche, on a essayé de le diffuser auprès des gestionnaires un peu partout. Je vous ai parlé des incitations financières qui nous ont un petit peu aidés. Et puis, peut-être un petit peu la certification forestière aussi, qui, elle, demande le maintien d'arbres habitat, mais sans vraiment le définir. Donc, mais le plus important, c'est vraiment le changement de perspective des forestiers. Et ça, on a obtenu via différentes approches. Ici, par exemple, à gauche, une photo d'un voyage avec un groupe mixte de forestiers et d'écologues. On a été visiter des forêts primaires dans l'Europe de l'Est. Et ça, ils ont
obtenu un autre regard sur la dynamique forestière, la biodiversité, etc. Ou des approches peut-être plus classiques où on forme les forestiers dans cette approche de Dendromic habitat. Ils doivent les reconnaître, savoir les identifier, etc. Maintenant, j'attaque la dernière partie. Alors, on a développé ces dernières années pas mal d'outils justement pour faciliter la prise en compte de ce concept de dendromic habitat dans la gestion forestière. Alors, justement, comme vous avez noté, on a parlé Ça va s'arrêter. de tout ce qui a changé. Ouais. C'est bon. Pardon. Je reprends. C'est comme là, je Non, c'est bon? OK. Alors, ça fait longtemps que, quelque part, on parle de dendromic habitat, mais cette hiérarchisation, cette typologie qu'on a publiée en 2018 était en fait la base de nos efforts de vulgarisation. Donc, ce que nous avons fait en premier, c'est une synthèse de toutes les connaissances scientifiques, mais vraiment très digeste, qu'on a pu diffuser auprès de tous les forestiers. Donc, ça a été traduit en plusieurs langues. Qu'est-ce qu'un arbre habitat, etc. À quoi ça sert, etc. On a publié un guide de poche de ces différents types de dendromic habitat et on a aussi fait des vidéos courtes qu'on a mis sur YouTube qui expliquent pour chaque dendromic habitat comment on l'identifie, etc. Ensuite, nous avons, c'est tout frais, en fait, ça vient de sortir de presse, adapté ce guide aussi pour les forêts boréales maintenant. Donc, dans cette édition, donc, on a encore identifié 5 nouveaux types. On a surtout adapté les, les seuils d'inventaire aux spécificités des forêts boréales qui sont un peu moins productives que les forêts tempérées. Et nous avons euh, aussi ajouté d'autres informations que je vais montrer par la suite. Donc, si on regarde un petit peu ce guide, donc on va voir qu'on travaille avec ces codes couleurs qui sont représentés sur l'arbre en bas à gauche. Donc, on travaille au niveau des 7 formes, donc par exemple des cavités en bleu. À droite, vous avez des groupes, donc on a par exemple différents groupes de cavités, et puis on a chaque fois la définition, donc là on est au niveau des types, donc on définit le dendromic habitat, qu'est-ce que c'est? Et après, on a les traits de vie. Donc, on a, par exemple, le type de substrat. euh, Est-ce que c'est un dendromic habitat plutôt saproxylique, xylique, etc. Est-ce qu'on va plutôt le trouver sur un arbre vivant, sur un arbre mort? Est-ce que plutôt sur un conifère, plutôt sur un arbre feuillu, ou sur position sur l'arbre, etc. Les traits de vie de chaque tendon micrométal. Très important pour ceux qui vont faire des inventaires, etc. Donc, les seuils d'inventaire préconisés, c'est très important de les respecter si on veut faire des comparaisons entre sites parce que avant cette approche, on va dire, un peu standardisée, chacun faisait à sa sauce. Et puis, c'est clair, si on commence à faire des relevés, un, il fait à partir de 3 cm de diamètre, il prend en compte, l'autre, il définit à partir de 20. On va finalement, quand on met les données ensemble, on va comparer des poires avec des pommes. Et ici, pour certains dendromic habitat, il y a, ces seuils sont liés à une signification biologique, par exemple une cavité de pic de taille moyenne à tel diamètre. Donc, c'est clair que nous avons défini ces diamètres-là. Mais pour d'autres, il n'y a pas tellement de raisons biologiques de définir tel seuil ou un autre. Et là, c'est plutôt, on appelle ça un seuil d'expert. Et le but là, c'est plutôt de réduire l'effet d'observateur. Donc, on n'a pas défini des choses trop petites qu'on doit chercher à la loupe, mais d'une certaine taille pour qu'on puisse les reconnaître assez facilement sur l'arbre.
Après, il y a la fréquence du déclencheur du dendromic crapita que nous avons essayé de situer sur une échelle. Est-ce que le dendromic crapita va être créé rapidement? Par exemple, est-ce que la foudre, comme Laurent a dit, tombe peut-être tous les 30 à 40 ans, donc le déclencheur n'est pas fréquent, ou à l'inverse, il y a des taux de fréquence beaucoup plus élevés. Après, le rythme de développement, il y a des dendromic crapita qui sont tout de suite fonctionnels et d'autres, il leur faut un certain temps pour être fonctionnels pour certains groupes taxonomiques. Donc, ça peut se compter sur une échelle entre des jours, des mois, jusqu'à un siècle. Après, nous avons, avec des pictogrammes un peu simples, synthétisé enfin, les groupes taxonomiques associés. On a des listes d'espèces plus évoluées dans l'annexe de cette publication. Et après, encore, juste une espèce de petite anecdote pour compléter la chose. On a aussi quelques dendromic crapita, quelques types qui sont un peu plus difficiles à inventorier pour différentes raisons. Donc, nous avons marqué ça avec ce TM. Ou c'est quelque chose qui est assez petit, peut-être difficile à voir, ou c'est peut-être situé plutôt dans la couronne de l'arbre et puis on peut les louper facilement. Ou ici, comme les myxomycètes, peut-être on peut les observer qu'à un certain moment de l'année. Il est important quand même d'avoir un peu on va dire de formation. On peut prendre le guide et dire j'y vais, mais c'est pas toujours très très simple de savoir. Par exemple, ici à gauche, vous avez le type écorce, euh, comment on l'appelle? Écorce manquante. Et comme Laurent nous a montré, ça peut évoluer vers une cavité à terreau de tronc. Alors la question, c'est à quel moment est-ce que ça va plutôt être une cavité à terreau? Et puis là, alors il faut peut-être savoir qu'il faut prendre le couteau et puis aller chercher un peu dans les coins, savoir s'il y a déjà du bois décomposé, voire du terreau derrière. Ou voilà à quoi ça ressemblerait sur le terrain. À gauche, ça paraît évident. À droite, c'est une cavité à terreau, c'est évident aussi. Au milieu, on doit un petit peu réfléchir. Est-ce que c'est plutôt une loupe? Est-ce que c'est plutôt un chancre? Il faut savoir quelles sont les caractéristiques de l'un ou de l'autre pour identifier la chose correctement. Et si on le fait faux, bah, évidemment, on va évaluer d'une façon erronée les communautés associées dans le peuplement. Je vous ai parlé de ces vidéos que nous avons faites. On peut les trouver sur YouTube. Et nous avons aussi depuis assez longtemps, en fait un site web qui synthétise beaucoup d'informations sur le bois mort, la dynamique des forêts, les arbres habitats, d'une façon accessible. Ça, c'est accessible en français et en allemand. Et nous avons également, j'ai une petite démonstration, fait un site d'entraînement pour les forestiers où ils peuvent visiter virtuellement en fait différents peuplements. Euh, et puis, ils peuvent cliquer sur des dendromiques rapida, accéder à ces explications, etc. Ceci est bien. Et concrètement, ce qui se passe dans les champs. Voilà. Et nous avons maintenant aussi tout un site, un réseau de sites d'entraînement pour le martelage. Donc, on a actuellement 230 sites en Europe. C'est des surfaces de 1 hectare où tous les arbres sont géoréférenciés, décrits donc, en termes d'essence, de diamètre, de volume, de valeur économique aussi, mais aussi je te laisse faire. Euh, mais aussi, on a aussi décrit justement tous les dendromiques habitats qui se trouvent sur les arbres. Donc, les forestiers vont avoir des cours là-dedans. Ils font des martelages virtuels. Donc, les martelages, c'est qu'ils doivent virtuellement marquer les arbres qu'ils veulent abattre dans leur coupe sélective, mais aussi les arbres qu'ils veulent maintenir en tant qu'arbres habitat.
Et puis, ils vont avoir un retour via cette software spécial sur le résultat de leur martelage. Donc, ils vont à la fin voir est-ce que mon martelage a détruit toutes les cavités ou pas? Est-ce que mon martelage a permis de garder une bonne, disons, distribution des dendrons microhabitats, etc. Et puis, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est en place. On peut aussi contacter pour demander des cours dans ces sites. Voilà, ça c'est un peu ce qui décrit ces différentes marteloscopes, comme on les appelle. Et finalement, il y a aussi une application en fait, qui a été créée par l'INRAE, donc Laurent, et puis le Conservatoire d'espace naturel en Italie. En fait, c'est une application qui marche sur smartphone, sur Android, qui permet de faire des inventaires d'endroits habitat dans le terrain. Donc, ça peut être utilisé et pour la recherche, mais aussi par les gestionnaires qui sont intéressés, qui fait le lien avec la typologie. Donc, en haut, c'est le kit pour le tempéré, et puis le kit pour le boréal. Je crois que c'est en train d'être implémenté, Laurent. C'est pas tout à fait encore fini, mais je crois que c'est assez imminent. Et donc, c'est basé sur c'est ODK Collect, donc c'est une application open source sur Android. Et en fait, ça va permettre de remplacer les fiches papier quand on va sur le terrain. Donc, euh, ces formulaires sont assez souples, donc on peut facilement les adapter pour les questions qu'on a. Et surtout, ces applications marchent sans connexion Internet sur le terrain, en fait. C'est seulement après, quand on rentre au bureau, qu'on peut envoyer toutes les données sur un serveur et puis les stocker. Et surtout, ce qui est, on va dire, nouveau dans cette application, c'est que on vous a parlé de formes, de groupes, de types. Donc là, nous avons 52 types. Donc on peut travailler au niveau du type, mais on peut même, pour la recherche, si on a envie d'aller plus en détail, maintenant travailler au niveau du sous-type. Donc ça devient un peu plus détaillé et puis plus, euh, oui, plus détaillé pour certaines questions. On peut aussi faire des relevés de présence-absence seulement, donc, ou alors des relevés d'abondance. Donc, on peut choisir ça. Euh, donc, dans ce cas-là, choisir le niveau, moi je veux faire au niveau du type, ou alors je vais faire au niveau du sous-type. Et dans ce cas-là, on accède par exemple à ce genre de saisie possible supplémentaire qui décrivent le type, le sous-type. Et puis voilà, après, les données sont envoyées sur le serveur via une connexion mobile. Alors, en conclusion, je dirais le concept des arbres habitats peut être appliqué soit sur des arbres individuels, soit aussi pour définir ces patchs de rétention à plus grande échelle, hein, et dans la forêt continuous forestry, donc où on a des coupes sélectives avec toujours un couvert, mais aussi dans les forêts plutôt à coupe rase. Il est quand même, je dirais, nécessaire de s'entraîner un petit peu avec cette typologie pour identifier correctement les dendromicrapta. Et c'est aussi nécessaire, justement, après, au niveau de la gestion, de se rendre compte, en fait, qu'est-ce que ça veut dire sensibiliser les gens. Beaucoup d'outils sont disponibles. Et puis, moi, je vous incite fortement, ceux qui vont faire peut-être des inventaires ou travailler avec ça, de tenir au seuil recommandé. C'est pas parce qu'on détient la vérité, mais c'est surtout pour rendre les choses comparables, pour pouvoir construire aussi des grandes bases de données partagées, comme Laurent vous a dit, il y a déjà plus de 200 000 arbres. Et c'est vraiment, on a défini ces seuils dans un outil de standardisation pour pouvoir faire des bases de données partagées. Voilà, avec ça, merci beaucoup pour votre attention.
Oui, ça, c'est vraiment intéressant d'avoir des questions opérationnelles sur l'aménagement, de comment identifier, parce que ça pose plein de questions. Dans le Canada, on a des approches très différentes, et on fait moins de ces approches comme la Suisse. Finalement, juste différent. Et ça pose plein de nouvelles questions, même pour nous en aménagement, mais en planification, en approche. Donc là, on peut passer à la tournée des questions. Donc, j'imagine qu'il y a pas mal de questions, que Nicole aura certainement. Si jamais, par contre, vous avez des questions dans la salle, niveau de sur le micro devant vous, pour vous entendre par double, parce que sinon, on ne va pas vous entendre. Puis les personnes en ligne, n'hésitez pas aussi à poser vos questions, soit lever la main, soit donner directement en chat, puis en posant la question. Ah oui, vous pouvez monter aussi, parce que on répond à la question. Donc, est-ce qu'on a des premières questions? Gabriel. C'est au niveau de toutes les relations diversité ou même abondance d'andro-micro-habitat. C'est pas, il n'y a pas un risque que ça soit fortement influencé par la typologie. Dans le sens que si moi je vais dans une forêt puis que je regarde la biodiversité de plantes, il va y avoir genre arbres, plein de sortes d'arbres différents, puis il va y avoir mousse qui va être, parce que j'ai zéro capacité à différencier des mousses. Fait qu'il ne pourrait pas avoir le même problème avec les dendro-microhabitats où artificiellement, dans certains types de microhabitats, on ne les sous-divise pas juste parce que nous, on ne sait pas comment les sous-diviser. Ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que la typologie, elle est morphologico-taxonomique. C'est-à-dire, chaque fois qu'on change de type, on change de morphologie, légèrement, mais on change surtout d'assemblage, parce qu'on connaît des différences d'assemblage entre chacun des types. On a essayé notre liste, elle n'est pas exhaustive de ce qui se passe en faune, mais on essaye quand même de couvrir l'ensemble des singularités morphologiques qu'on connaît sur les arbres et dont on connaît des liens avec la biodiversité. Voilà. Donc, est-ce qu'on biaise en regardant ces types-là? Est-ce qu'on biaise? Chaque fois qu'on observe un type, on est censé avoir observé le potentiel d'accueil pour au moins les espèces qu'on connaît qui sont liées à ce type-là. Mais comme on le fait sans a priori, on regarde une liste qui est censée être quasi exhaustive de ce qu'on connaît comme singularité, moi j'ai l'impression qu'on couvre le plus large champ taxonomique possible. On n'a pas une approche taxon-centrée, on a une approche ressources centrée, et du coup on couvre le plus large possible. Alors, ce qui est sûr aussi, c'est que là, quand on parle de biodiversité associée au nombre microhabitat, on est bien dans un pan de la biodiversité associée à ces structures-là. Je veux dire, on n'essaie pas de traduire avec ces structures-là ce qui dépend du potentiel d'accueil qui est lié à d'autres éléments. Je veux dire, le fait qu'il y ait des rochers dans le peuplement et des espèces tropicoles qui vivent sur ces rochers, c'est sûr qu'avec nos dendrons microhabitants, on ne les regarde pas. Mais ce qui nous paraît important, c'est qu'en balançant ce concept de dendron microhabitat, on vient grandement compléter l'approche indirecte de biodiversité qui était fournie par les approches très classiques de les différentes espèces d'arbres, le bois mort au sens large, d'ailleurs au sens large, mais le bois mort perché, par exemple, il était très peu quantifié. Moi, j'ai vu passer très très peu de papiers dans lesquels on quantifie, quand on quantifie les différents compartiments du bois mort, on quantifie aussi le bois mort perché. Nous, on a publié quelques papiers là-dessus, on s'est rendu compte que ça représentait non seulement des volumes assez conséquents, mais qu'en plus, on avait une biodiversité associée, très différentielle par rapport au chicot ou par rapport au bois mort au sol. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression que plutôt que d'orienter la vision de la biodiversité, on a apporté avec ce concept-là un compartiment supplémentaire qui nous permet d'appréhender de façon beaucoup plus large et beaucoup plus conséquente la biodiversité des écosystèmes forestiers, parce que tout ce qui était lié à ce compartiment-là, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, était complètement occulté. Et c'est plusieurs milliers d'espèces. Alors, dans ces plusieurs milliers d'espèces, évidemment, il y a un overlap avec des espèces qui vivent dans d'autres compartiments, mais dans ces plusieurs milliers d'espèces, il y en a certainement au moins plusieurs centaines, voire plusieurs milliers,
qui sont strictement inféodés à des dendromes microhabitats et donc on occulté totalement dans les approches qui sont plus classiques avant qu'on utilise ce concept de dendrome microhabitat. J'ai peut-être envie d'ajouter quelque chose. Par exemple, en Europe centrale, très souvent, quand on parle de diversité en forêt, en fait, c'est les plantes vasculaires et les oiseaux. Parce que c'est là qu'on a les spécialistes taxonomiques, on en a beaucoup, et puis c'est là où on peut faire les inventaires à un coût raisonnable. Alors que cette approche-là, maintenant, en fait, il est quand même beaucoup plus large, et surtout, il parle aux gestionnaires, parce qu'on parle de structure sur les arbres. C'est quelque chose qu'ils connaissent. Donc, ils n'ont pas chaque fois besoin plus spécialistes des plantes, des oiseaux, des phérophytes, etc., pour avoir une idée de ce qu'ils sont dans la forêt. Donc, eux-mêmes peuvent, quelque part, par cette approche un peu indirecte, avoir une idée de la capacité d'accueil de leur forêt. J'arrive à comprendre maintenant, c'est aussi le côté, ça reste productif, par exemple, pour le plus boréal. C'est une discussion de qu'est-ce qu'on a dans le métal boréal, les pas sur les tempérés, c'est comment on a un nouveau regard, là, une intégrine pour la typologie en tropicale, parce que par exemple, il y a encore autre chose qu'on n'a jamais considéré, parce que ça n'existe pas en forêt tempérée comme le boréal. En fait, il y a quand même un côté, quand on parle itératif, on a fait de rappeler ça, ce contexte écologique avec ce genre de micro-habitat. Donc ça, le but, c'est pas avoir un biais sur on prend tout ça, ce qui nous intéresse, mais c'est quoi que peut-être le machin bien sur des arbres ne sont pas des arbres. C'est vraiment essayer d'étendre la vision la plus globale. C'est juste que si tu parles de taxonomie d'espèces, mais là, tu peux avoir une distinction claire entre c'est où qu'il y a une taxonomie qui passe à un autre. Genre, c'est où que tu passes d'une espèce à une autre espèce qui est différente. Au pire, tu fais une analyse génétique, puis tu vois qu'ils sont génétiquement distincts. J'ai l'impression qu'avec des micro-habitats, ta taxonomie, elle devient beaucoup plus subjective. C'est où que tu passes de un micro-habitat à un autre type de micro-habitat. J'ai pas l'impression, au contraire, on se soustrait d'une approche. On se soustrait d'une approche taxocentrique, on dit Rita, parce que je ne sais pas chez vous quels sont les groupes taxonomiques qui sont les plus étudiés et les plus pris en compte quand on regarde quand on fait de la biodiversité, mais chez nous c'est flagrant. Je veux dire, en Europe de l'Ouest et centrale, comme disait Rita, c'est les oiseaux des plantes. Mais quand on regarde le nombre de plantes potentielles dans un écosystème forestier donné, là, avec les sapinières, par exemple, on regarde le nombre de plantes potentielles plus le nombre d'oiseaux, il suffit de prendre les nématodes, les rotifères et puis de petits groupes comme ça critiques pour dépasser largement le nombre d'espèces. Si je prends les champignons et les coléoptères à saproxélique, on va dépasser largement. Et quand on prend les microhabitats, là, on met tout ça dans le même panier. C'est-à-dire, quand je regarde des protons, je regarde des mammifères, des nématodes, des coléoptères, des champignons, des bactéries, et je mets des listes comme ça à rallonge, quoi. Des centaines et des centaines d'espèces qu'on regarde de façon indirecte, mais sans aucun, a priori, taxon centré. Ouais. Je parlais peut-être plus des taxons de tes micro-habitats. Les classes. Par exemple, vous avez distingué les trous de pique en 0 à 4, 4 à 7, 7 à plus. Ça, c'est une distinction qui est très arbitraire et ben, plus qu'une analyse génétique qui dit qu'ils sont différenciés génétiquement. Le parallèle avec. On n'essaye pas de faire ce genre de Ben, parallèle. si tu parles de biodiversité ou de diversité, tu parles un peu de ça. Oui, mais pourquoi on a fait cette distinction-là? Parce qu'on est capable de faire des listes d'assemblage liées à des trous de pique et pêchette chez nous, les petits trous, à des trous de pique moyenne et à des trous de grands pics. C'est-à-dire, une chouette de Techman, chez nous, elle ne va pas rentrer dans une loge de pique et pêchette. Hein. Ça n'existe pas. Et donc, comme on connaît des différents assemblages, eh on fait une distinction au niveau du type. Et comme d'ailleurs, moi je fais des distinctions au niveau du sous-type, dans lequel, quand je split, j'ai des arguments taxonomiques pour dire, OK, celui-là, je split, par exemple, le degré d'évolution de ma cavité athéro, parce que je sais que les communautés sont différentes, et donc je fais un split à ce niveau du sous-type. Donc, il n'y a pas, je ne sais pas s'il faut chercher un parallèle avec une approche taxonomique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de couvrir tout un pan de biodiversité qui n'était pas évalué précédemment par la façon indirecte d'évaluer la biodiversité et de couvrir tout ce compartiment-là, sachant qu'en plus, qu'il y avait des milliers d'espèces oubliées. Voilà.
Ah, je suis entièrement d'accord avec l'intérêt de la chose. Je questionne le chiffre de diversité que tu tires de là. Il y a vraiment beaucoup de ce qui fait que c'est seul, mais tu prends les autres classes, à part justement, on parlait tantôt de centre d'écorce, qualité en développement et qualité de pourriture, tu as vraiment un stade de développement. Les autres, il n'y a pas, j'ai un sim grisé, c'est une sim grisé, j'ai pas un sim grisé de 10, 20, 30, 40 cm. Mais peut-être qu'il devrait. Oui, mais tu sais, il y a toujours le côté applicabilité, parce que si on commence comme ça, on peut le faire, mais tu formes une voie. C'est toujours le problème, je pense, d'équilibre en fait, parce qu'on fait l'État. Il faut que ce soit opérationnel. Et en soi, on ne peut rien faire, comme disait avant Laurence, on va avoir des plans, on va avoir des oiseaux, puis c'est bon. Parce que là, on est en business, on fait ça et je lance 50 écologues durant un an dans un hectare avec l'espère. On peut faire ça aussi, hein, mais un, je ne vois pas le droit, et deux, je ne vois pas le budget. Ce qui fait que tu as tout cet enjeu-là, en fait, du compromis. Mais c'est sûr que c'est critiquable, c'est critiqué, mais je pense qu'à la fin, on est toujours pensé, quand on parle de peser forestière, on est toujours pensé sur un compromis, là, parce que surtout au Canada, tu sais, on ne connaît rien de cette forestière, tu sais, on a vraiment extrêmement peu de connaissances, ce qui fait qu'on est obligé de fonctionner un peu par le compromis, mais on peut raffiner. Ce qui m'amène un peu à mon billet, dans le sens en forêt boréale, si on n'y connaît rien, tu vas avoir moins de types différents parce que tu n'auras pas réussi à les différencier encore. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de micro-machin trucs. On a même rajouté dans le guide boréal, qu'on va rajouter dans le guide tempéré, mais on en a rajouté parce que justement, on a travaillé avec des taxonomistes qui avaient une approche taxocentrique qui nous ont permis des fois de déceler des groupes taxonomiques qu'on avait un peu oubliés par des structures, quoi. Et donc, on a rajouté un certain nombre de choses. Et on a refait, en fait, pour cette nouvelle édition, on a refait toute la bibliographie justement pour le boréal, pour aussi être sûr au niveau des espèces associées ou des groupes d'espèces associées, d'être sûr qu'il y a vraiment ce lien entre la ressource, donc le microhabitat, et les espèces qu'on cite dans l'annexe de ça. Donc on a fait cet effort-là pour vraiment spécifier tout pour le boréal. Ce qu'on avait avant pour le tempête. Donc, c'était pas juste réimprimer la brochure et mettre une autre page de couverture. Alors, ce qui est sûr aussi pour compléter quand même, c'est que plus on va, la typologie elle est hiérarchique, on commence par les grandes formes, construites, etc. Et plus on s'approche, plus on regroupe ça à des niveaux supérieurs, a fortiori des grandes formes, moins on a de pertinence en termes de. Il y a entre les différentes formes des différences d'assemblage taxonomique énormes. Je veux dire, moins on a de finesse dans l'appréhension de ce qui se passe derrière en termes de communauté. Mais là aussi, on a voulu être pragmatique, c'est-à-dire un forestier, parce que moi je suis chercheur, mais je suis aussi conseiller forestier pour un établissement national. Et je travaille en forêt privée. Et une partie de mon boulot, pendant une trentaine d'années, c'était de visiter avec le propriétaire son domaine forestier et de lui donner des conseils, mais dans l'heure qui suivait quasiment. Quand on ne connaît pas ça, je veux dire, je n'allais pas me lancer à chaque coup dans un inventaire exhaustif de ce que je voyais. Donc, rien que regarder les grandes formes, ça me donne une idée déjà du potentiel lié aux endroits micro-habitants. Mais évidemment qu'on n'a pas de finesse. Et là, le lien taxonomique, il est extrêmement grossier. Mais on ne peut pas, je veux dire, moi sur le terrain, je fais presque 180 sous-types. Je le fais parce que je suis chercheur. Mais le gestionnaire, il va s'arrêter souvent au niveau groupe, des 15 groupes, ou alors descendre un peu au type s'il veut faire du monitoring. Mais on était prêt à perdre un peu de finesse d'appréhension des choses, mais pour donner des outils pragmatiques et utilisables dans, dans un grand éventail de conditions et d'utilisateurs. Mais merci pour deux présentations vraiment très intéressantes et très complémentaires. Mais j'ai un couple de questions à l'inverse de Gabriel. Moi, je recule là, un peu dans la perspective. Puis, j'ai aucun doute que ça marche très bien en Europe centrale avec des forêts feuillues, avec un historique de perturbation de petite taille naturelle. Mais je me questionne sur si cette approche-là est peut-être moins pertinente dans différents types de forêts ou biomes où on n'a pas ce genre de dynamique qui permettent un développement avec le temps de beaucoup de singularités morphologiques, comme je vous disais, sur les arbres. Alors, c'est peut-être ça qui est pas ça qui est important pour la diversité dans les forêts. Puis,
J'aimerais vous entendre un peu là-dessus, puis ouais, je vais arrêter là. On va peut-être commencer. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que il y a quand même un éventail de DPH, quoi. Rien que ça, et d'âge, dans ces forêts perturbées par le feu, par exemple. Pas Donc, nécessairement, non. Non, pas quand tu as eu un feu sévère, puis ils sont tous régénérés ensemble à la même temps, et tu peux avoir un très faible éventail de DHP. entre ceux qui ont connu le feu avant-hier et ceux qui ont connu le feu il y a 350 ans, on a un éventail, et donc on s'attend à avoir une diversité et une quantité d'endroits micro-habitants beaucoup plus importante dans les peuplements qui ont 300 ans depuis le feu. Donc, Oui, mais alors qu'est-ce que tu amènes de plus que juste l'âge du feu à ce moment-là? alors ça c'est à calibrer. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il y a assez peu d'études qui montrent nous, on s'attache à modéliser les lois d'apparition à l'échelle de l'arbre. Peut-être que c'est intéressant sur vos systèmes-là qui sont des systèmes un peu brutaux où le feu arrive, on écarte tout et puis ça tout repart, de modéliser les lois d'apparition en fonction des différents types de forêts. Et le long du gradient, ben, je pars de zéro et j'arrive à 300 ans, ou à 350 ans, ou à 400, quoi. Peut-être qu'il y a des choses à faire aussi autour de ça, pour mieux comprendre. Mais il n'est pas sûr du tout que suivant les types de forêts, à la sortie, à un âge égal depuis le feu, on ait les mêmes assemblages et donc les mêmes potentiels d'accueil. Peut-être, c'est un complément de ce qu'on avait fait dans l'application pour ce qu'on avait fait en Fessaramus. Par exemple, ce qu'on voyait, c'est que le pic en densité d'acide pour habitant en Fessaramus, c'était vraiment genre 200 ans de feu quand la plante a fait le feu et a train à ses naissances. Puis après, soit il y avait un plateau si le sapin apparaissait dans l'équation, mais sinon ça s'effondrait, soit ça en fait après, ça avait des moyens, ça s'effondrait sans temps, on pourrait le lister. Donc on a vraiment, c'est 4 cas de forêt depuis 200 ans, parce qu'on parle de très vieilles forêts, donc 200 ans, tu n'as pas le même assemblage d'habitat, comme en d'ailleurs. Donc, tu n'avais pas le même assemblage. Tu n'avais pas le même diversité, c'est jusqu'à date. Non, c'est le concept d'étancher les vieilles forêts, c'est dans la roche, mais on ne l'a pas. Donc, pour moi, ça peut juste dire ça fait 300 ans, c'est bon, c'est riche. Parce qu'on voit, c'est que c'est tellement variable une fois depuis 300 ans que justement, c'est un indicateur de en quoi elles sont hétérogènes, parce qu'on a encore là à dégager un peu. C'est pas juste le temps depuis le feu, c'est qu'il se passe que s'il y a plus de tremble, qui apparaît, bah, la séquence est plus tôt, mais ça dépend de quelle quantité, puis des fois, la séquence fait rapidement, pas rapidement, et puis voir des fois de 70 ans qui font par terre, des fois de 200 ans. C'est un peu OK, c'est compliqué bon. tout ça. Je comprends tout ça, mais une deuxième partie de cette question-là, j'ai vu votre carte, là, puis vous avez pris la forêt boréale de la Terre-Neuve, puis vous êtes allé jusqu'au Yukon, puis le hémiboréal de la forêt acadienne jusqu'à la Parkland en Alberta. Des écosystèmes tellement différents un de l'autre. Est-ce que c'est pas peut-être un peu grossier de faire un guide pour tout cet ensemble d'écosystèmes? Ben, en tout cas, pour le tempéré, le guide, il marche dans le tempéré, dans le Méditerranéen, depuis le fond de l'Espagne jusqu'à l'Ukraine. Mais c'est moins loin, ça, que toute l'Amérique du Nord. C'est moins loin, mais le range d'écosystèmes, il est énorme chez nous. Hein. Mais est-ce que y a-t-il autant de changements dans les systèmes de perturbation? Parce qu'au sein de cette diversité de forêts boréales, tu passes des choses qui brûlent jamais, qui brûlent à tous les 10 ans, des choses qui brûlent catastrophiquement aux 150 ans. J'aurais plutôt tendance à le dire un peu à l'envers de comment tu l'exprimes, c'est-à-dire le régime de perturbation, il va influer sur les assemblages des endroits micro-habitats. Ça, on l'a montré même dans le tempéré, on a fait un papier là-dessus. Mais le fait d'aller regarder les endroits micro-habitats, quel que soit le régime de perturbation et quelle que soit la date après le régime de perturbation, c'est quand même une bonne approche indirecte, rapide, d'aller appréhender l'effet sur la biodiversité de la perturbation sans aller faire des inventaires taxonomiques. Parce que derrière chaque type d'endroit micro-habitat, on a une liste d'espèces liées à cet endroit micro-habitat. Et c'est quand même beaucoup plus simple d'aller faire un inventaire après 100 ans, 200 ans, d'aller voir, ah tiens, à cet endroit-là, après 100 ans de feu, ben, j'ai plus de tremble ou j'en ai pas, etc. D'aller parler d'endroits micro-habitats, essayer d'appréhender les changements de potentiel d'accueil et de biodiversité, que de se dire, dans chacun des cas de figure, je vais planter 10 ans d'études avec 200 spécialistes taxonomiques pour essayer de couvrir depuis les nématodes jusqu'aux chauves-souris.
Mais je comprends que vous avez ces listes d'espèces pour la forêt tempérée en Europe, mais est-ce que vous avez ces listes d'espèces pour chaque type d'endromicrohabitat dans la forêt boréale en Amérique du Nord? Alors, on a essayé dans ce guide-là, avec des spécialistes taxonomiques, de couvrir, en tout cas, d'accorder, de voir s'il y avait d'utiliser des espèces significativement liées, en adaptant évidemment au contexte. Ces listes-là, même dans le tempéré, restent à fignoler. Je veux dire, moi j'essaye de temps en temps de refaire de la biblio pour rajouter, par exemple, à ma liste liée à tel type d'endroit. Ah, bien, il y a eu une étude, ils ont découvert. C'est pour ça aussi qu'on a travaillé un dernier sur les nématodes, les rotifères, les tardigrades, parce que personne n'avait jamais travaillé sur ces groupes-là. Or, il y a une grosse diversité, une grosse abondance, etc. Donc, tout ça, c'est à construire. Mais ça ne, pour moi, ça ne remet pas en cause le concept et l'utilité du concept, quoi. Mais tu n'as pas prouvé la relation. C'est ça l'affaire, puis c'est ça ma discussion avec Maxence depuis 10 ans, c'est que la relation n'a pas été prouvée en Amérique du Nord. Alors là, qu'il y ait des choses dans les endroits micro-habitats, ça, moi, je l'assure. Je veux dire, j'assure le fait que si je trouve un androthème dans une forêt boréale à côté, là, je vais trouver des machins au-delà. Ça, après ça, c'est une certaine. Là, je vais m'en mettre à couper. Je ne suis pas inquiet. Par contre, avoir la liste d'espèces, mais ça, c'est à fignoler, c'est à construire. Et d'ailleurs, il y a un travail à deux échelles. Il y a un travail, à mon avis, de défrichage, de compléter ces listes taxonomiques en faisant une approche d'endromicrohabitat centrée. C'est-à-dire, on va collecter dans des dendrothèmes, on va regarder dans les cavités, on va extraire tout ça, on fait de la biomole, on fait de l'identification de taxons et on regarde un petit peu construire ça à l'échelle de l'endromicrohabitat. Et puis, il y a aussi tout à construire à l'échelle du peuplement dont on parlait tout à l'heure, de voir un petit peu quel est le rôle de ces micro-habitats dans les variations de mes communautés, en complément du rôle du bois mort, du rôle de je sais pas quoi, moi, en fait, du contexte local, etc. Moi, j'ai juste envie d'ajouter quelque chose. Je ne crois pas qu'on nous apporte un outil fini. Voilà, on vous apporte plutôt un concept, une idée, et puis quelque chose qui va évoluer. Si ça vous tente, faire évoluer ça, on peut l'appeler prototype de première version, mais il est évident que ça va évoluer. Donc voilà, ça c'est clair. Donc c'était notre... voilà. Dans le contexte, ça peut dire, c'est qu'historiquement, il y a eu un essai en 2009, là, en BC, il y a eu 2 papiers, il n'y a eu rien durant 10 ans. Puis après, je suis arrivé, donc, il y a eu un échange avec Logan Moose et Thomas Asbeck, qui sont des essais qu'on appelle 2 papiers au sommet du Nord. Mais c'est aussi, c'est vraiment un sujet qui est neuf, quand même, c'est que même pour faire la typologie, tu sais, trouver des gens pour faire quelque chose franco-canadien, de base, c'est quoi ce préparer? L'idée, tu vois, c'est qu'on crée quelque chose, on diffuse dans le. Bon, déjà, on teste au Québec, c'est une grosse surface à faire, dans le de forêt. Et c'est ça le but du jeu, je pense, c'est pas de dire on a la réponse à tout, voici les premiers temps, on va tout faire. Et voici un outil européen, on peut l'appliquer ici, on va le diffuser, puis plus on va le diffuser, plus on va l'utiliser. Ce qu'on va rencontrer, là, c'est vraiment ça. Ça pète, et là, il ne va pas rentrer dans les tropiques, même à Scandinavie. Et c'est un boréal scandinave, enfin, on n'a quasiment pas. Bon, tu sais, c'est plus en Lettonie, c'est des boréales, mais c'est très peu utilisé. Ouais, moi, c'est en Suède, il y avait une post-doctorante qui travaillait en Suède l'année dernière. Ouais, soit ça commence, mais sinon, je vraiment, si vous pouvez aller, je fais des articles dessus en proto mais il n'y avait rien, en fait. Donc, je pense souvent, ce qu'on ne rend pas compte, c'est à quel point on part de rien. Mais vraiment de rien, et qu'on a encore à découvrir. Donc, c'est sûr que si on doit attendre qu'on ait tout étudié séparément, chaque groupe d'état, qu'on ait fait les liens taxonomiques dans chaque point pour commencer avec la typologie, enfin, on n'avancera pas, alors que plutôt, tout ce concept, qui est en plus broad, fédérateur, applicable, permet ensuite de poser les questions, de se dire, bon, ici, il y a des dendrothèmes, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces dendrothèmes sur un boulot, par exemple. Et là, on va avancer. Donc, plus ça comme ça qu'une réponse définitive. En tout cas, on a associé plusieurs chercheurs aussi de l'Europe du Nord, donc des taxonomistes, et puis c'est vrai qu'ils nous ont même apporté, ils ont dit, non mais vous avez oublié ça, vous avez oublié ça, donc ils nous ont dit, avec des listes d'espèces vraiment très très longues, voilà, donc ils ont apporté beaucoup, mais eux aussi, ils ont dit, ça reste à creuser, on doit continuer, enfin, voilà, donc pour eux aussi, maintenant, ils ont ça, et puis les enfants, on verra quoi. C'est sûr que ce n'est pas un outil finalisé.
sur lesquels on sait tout. Heureusement, on arrêterait de travailler. Mais en tout cas, je pense qu'on a suffisamment avancé dans le tempéré depuis, je pense, en 2000 heures, on va faire dans mes avec pour se dire que voilà, c'est un outil efficace qui, je le répète par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, nous permet de prendre en compte des pans de biodiversité qui n'étaient pas pris dans une démarche traditionnelle dans laquelle on s'intéressait qu'à certains compartiments en oubliant ce compartiment-là. Voilà. Attends, on peut le savoir que dans la salle et dans ça, parce que là, pour le Zoom, nous avons encore 5 minutes avant que le Zoom s'arrête. Parce que là, forcément, les Zooms, c'est mis à 14 heures, puis 4 heures. Et les Zooms, dès que c'est plus l'heure. Donc, c'est une question qui va être priorisée. Sinon, d'autres questions dans la salle? Oui, non. Euh, Vous avez dit qu'il y avait beaucoup plus de feuillus qui accueillaient des dendros micro-habitats, mais ici, les vieilles forêts, elles ont plus de conifères. Est-ce que du coup, on s'attend à en trouver autant? Et est-ce que les conifères qu'on trouve en forêt boréale pourraient modifier les chiffres que vous avez apportés avec votre étude qui est plus basée sur des feuillus? Alors, l'étude, elle n'est pas plus basée. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait les feuillus portent plus vite, portent plus nombreux en pourcentage, il y a plus d'arbres porteurs dans une population de feuillus, et portent plus de diversité, globalement, à TVH égal. Voilà. Les conifères en portent, mais avec ces différences-là. Alors, dans le boréal, c'est plus dominé certains écosystèmes par les conifères. On s'attend à ce que, quand c'est vraiment dominé par les conifères, il y ait plus de pauvreté que si dedans il y a du tremble, il y a des bouleaux, etc., qui vont certainement apporter des ressources d'habitat via les dendromicro-habitats. Mais ça, c'est pas révolutionnaire non plus pour chez vous, parce que c'est-à-dire les gens qui travaillent sur les pics, ils savent bien que quand j'ai des trembles avec des capophores dessus, ben, je vais avoir des sites de loges de pics beaucoup plus nombreux. Mais ça va venir compléter un petit peu cette approche qui était focalisée sur voilà, un groupe de pics sur un groupe d'espèces, et ça va la complexifier un petit peu en apportant toute la variabilité des espèces qui vivent au départ de ces dendromicro-habitats. Et ça va diversifier un petit peu l'approche. Mais en effet, je pense que de ce que je connais, dans tous les écosystèmes forestiers, que ce soit le boréal, que ce soit le tempéré, la présence de feuillus dans des forêts mixtes apporte une ressource plus conséquente en termes d'endromicro-habitat. Ça peut se voir cette fois tu vois, du parquet, là, tu vois, t'as quand même des grossettes, t'as des gros grands, là, tu vois, des gros états. Tu montes dans le nord, là, que c'est un mousse, là, souvent, t'as ça, la forêt à Dinan. C'est sûr que tu ne prends pas forcément avoir des pics gigantesques dans une habitat parce que c'est des secteurs qui sont moins poussés à ça, mais par contre, tu as plus de densité. Donc, tu as peut-être plus d'arbres qui ont encore de densité, mais moins de diversité. Et ça, c'est des choses, de nouveau, on ne sait pas. On sait peu, on commence tout juste à explorer ça. Ah, une question. Oui. Ah, attends, on a coupé le son. Oh, là, est-ce que vous m'entendez? C'est bon, oui, ça va. OK, j'espère que je vais avoir le temps avant que ça l'arrête de fonctionner. Premièrement, merci pour la conférence. J'ai trouvé que c'était passionnant. Moi, ce que je retiens, c'est tout l'effort de mobilisation qui était fait là, sur la conservation des dendro-micro-habitats. Puis j'ai beaucoup aimé la partie que Madame Butler, là, vous avez fait un petit peu la liste là, de ce qui était difficile puis tout ça. Puis moi, ce que je comprends, c'est qu'ici, peut-être, on n'a pas le même niveau d'altération, tu sais, au niveau de nos attributs naturels de la forêt, mais on va vers ça. Puis les autorités sont faciles à convaincre quand ils sont proches du terrain, mais plus on s'en va dans les hautes sphères, plus c'est difficile de convaincre. Puis je me demandais, c'était quoi vos arguments les plus efficaces, dans le fond, qui ont permis là, d'aller chercher vraiment toute une mobilisation de différentes personnes, même des budgets. Tu sais, je trouve que c'est une super belle expérience ou en tout cas exemple là, d'effort de conservation. Fait que c'est quoi votre secret? Alors, je ne sais pas où je dois regarder pour vous regarder, mais je pense que c'est là. En Oui. fait, moi, j'ai fait ma